26 juin 2003, 26 juin 2023, 20 ans déjà que l'international camerounais Marc-Vivien Foué nous quittait, et ce lundi matin, les démineurs et moi joignons notre voix à celle de la famille du football mondial et camerounais pour rendre un vibrant hommage à ce lion indomptable décédé sur le champ de bataille. Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve encore ce matin avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. C'est votre programme culte Espace Miné diffusé entre lundi et vendredi, de lundi à vendredi entre 10h et 11h52 sur les antennes d'Info TV. Espace Miné, c'est votre programme où les démineurs déminent l'espace, et ce matin encore, ils vont déminer cet espace à travers la revue de la presse signée Théophile Vianibia, la dénonciation signée Bernardo Basson, que j'appelle très affectueusement le sucre national, et l'instant de l'analyse de cet instant où tous nos invités donnent leur avis sur la thématique. Et ce matin, nous parlons de l'import-substitution et nous nous poserons une question. Alors les démineurs se posent une question: est-ce une utopie ou une réalité? Et justement, nous recevons sur ce plateau des panélistes qui vont donner leur avis sur la thématique du jour. Et je m'en vais sans protocole aucun vous dévoiler les visages de ceux-là qui partagent le plateau avec nous. Je vais commencer avec vous, Sorel Wafo. Je rappelle que vous êtes présidente du réseau pour l'accompagnement des produits et entrepreneurs camerounais. Une fois de plus, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Madame Boussal, bonjour, je dis bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Nos nombreux téléspectateurs qui sont très heureux certainement de vous voir ce matin. Je pense aussi parce qu'il y a les membres de l'association qui ont confirmé qu'ils sont en train de regarder l'émission. Vous pouvez par exemple dire un bonjour particulier aux membres de l'association qui vous regardent. Effectivement, je dis bonjour aux membres de l'association Le Rapec. Ok, et vous allez certainement, je l'ai dit au début de l'émission aujourd'hui, ça fait 20 ans que Marc-Vivien Foué nous a quittés. Vous l'avez certainement connu parce que tout le monde l'a connu. Moi, je l'ai connu quand j'étais toute petite. J'avais assisté à son décès. Ça m'avait fait pleurer à l'époque. J'avais peut-être 5 ans comme ça parlant. Et aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'il est décédé. Vous avez certainement quelque chose à dire. Un mot à l'endroit de la famille du football mondial et camerounais qui nous regardent. Ah, mais bien sûr, ce n'est jamais facile de perdre quelqu'un, un être cher surtout. Donc moi aussi, je partage aussi ce souvenir-là parce que ce jour-là, je me souviens, on visionnait le match en famille. Cameroun-Colombie. Et papa, c'était le joueur préféré de papa. Donc je me souviens, j'ai cru que ce jour-là, il allait pleurer. Peut-être il l'a fait, mais en cachette. Donc c'était toujours un événement triste. Donc, moi, j'avais pleuré à chaud de larmes. Voilà, exactement. Donc c'est douloureux, mais bon, on va juste souhaiter beaucoup de courage à la famille. Ok. Merci beaucoup pour votre entrée en matière, Sorel Wafo, présidente du RAPEC, qui nous fait l'honneur d'être ce matin sur le plateau. Juste en face de vous, je vais prendre Pierre Béruniemek, notre consultant qui nous rend célèbre sur TikTok. Quelqu'un m'a envoyé une capture d'écran dernièrement. Il nous dit, mais le consultant de tout temps et de tous les temps nous rend célèbre sur TikTok. Et je me suis précipité, je suis allé regarder, effectivement, il atteint les 33 000 vues, les 145 000 vues. Bonjour Pierre Béruniemek, vous êtes une star ce matin. Bienvenue sur le plateau. Bonjour Olivia, bonjour à ton panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Vous vous en doutez bien, la Starmania n'est pas mon dada. Si les gens apprécient ce que je fais... Vos sorties fracassantes, tant mieux. Démolissantes. Oui, je fais ce que j'ai à faire simplement. Vous devez le savoir, je n'ai même pas de page officielle. Moi, je ne parle pas pour être vu. Donc, je dis les choses parce que nous avons un devoir. Je suis enseignant à la base. On a un travail pédagogique à faire. Nous sommes dans un monde qui est en totale déliquescence. Et vous verrez que la citation du jour que je vous donne avant de continuer, dans le nouveau monde, les gens préfèrent être au courant plutôt que de connaître. Dans le nouveau monde, les gens préfèrent être au courant plutôt que de connaître. Une interprétation pour votre spectateur. Il y a une théorie chez les philosophes russes qu'on appelle le provincialisme chronologique. Consiste à être au courant. Être au courant. On dit qu'il y a un serpent qui a avalé une femme au marché Vrombi. Ça peut être une chose impossible, mais les gens sont au courant. Savoir, c'est posséder une idée juste sur la nature des phénomènes. Mais aujourd'hui, les gens préfèrent être au courant plutôt que de savoir ou de connaître. Okay. Il faut savoir, c'est-à-dire posséder une idée juste plutôt que d'être au courant. Donc,
nous devons combattre ceux qui font la promotion d'être au courant, afin d'installer les jeunes dans la notion du savoir. Et vous savez, vous par exemple qui présentez cette émission, je fais un clin d'œil aux téléspectateurs, certains apprécient la beauté, mais les jeunes filles doivent davantage s'arrêter sur le fait que voilà une jeune fille qui maîtrise la présentation des émissions. C'est ce qu'elles doivent retenir comme devant être un exemple. Parce que si elles se réduisent à dire qu'elle a un beau visage, elles sont passées à côté. N'est-ce pas? On a pu observer votre joli visage que parce que vous avez fait de bonnes études et qu'aujourd'hui vous pouvez parler un français qu'on comprend, ainsi de suite. Vous êtes d'abord apprécié du fait de votre talent. Vous voyez? Donc j'essaie d'amener la jeunesse à ne pas se perdre sur le superficiel. Quand je condamne quelques jeunes frères ou jeunes sœurs tiktokers, tiktokeuses, c'est pas pour les narguer parce que j'ai entendu ça et là, ils s'apprêteraient à faire, ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire parce que moi j'ai une vie d'adulte, de mature. Donc je ne suis pas dans leur débat de TikTok. Je leur dis ne donnez pas le mauvais exemple. Ne dites pas aux jeunes qu'il faut exhiber les biens, il faut dire qu'on est riche, les choses comme ça, que ça ne se fait pas. On travaille, on réussit dans la discrétion. Voilà ce qu'il faut dire aux jeunes. Sinon les jeunes iront faire des choses pas possibles. Et puis dans ma langue, on dit il n'y a pas d'enfants riches. Il y a des hommes riches, les femmes riches. Donc il ne faut pas se précipiter. La richesse est une construction. Donc je refuse qu'un jeune sorte de nulle part et commence à dire je suis riche, j'ai la voiture. Non, non. C'est pas vrai. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas inciter d'autres jeunes à le faire. Vous voyez, cette affaire-là a commencé par d'autres pays. Vous avez vu comment ils ont commencé à mourir. C'est arrivé chez nous. Il faut stopper cela. On a déjà trop de problèmes. Il y a les LGBT qui sont à nos portes. Il y a ceci et cela. J'ai lu quelque part, et Facebook ça m'intéresse souvent, que Satan, même avec tout son mauvais cœur, n'est pas pédé. J'ai justement vu cette publication qui m'a arraché un sourire. Que Satan, même avec tout son mauvais comportement, n'est pas pédé. Mais voilà, il y a des gens qui ne sont même pas Satan lui-même, mais ils sont... Ok, merci beaucoup Pierre Biéro. Vous avez certainement un hommage à rendre à Amal Vivian-Foué. Oh, moi je n'étais pas si jeune que ça, donc je visionnais très bien le match. Et à l'époque encore, je m'intéressais à l'équipe des Lions Indomptables. C'est pas comme aujourd'hui. C'était une équipe... Aujourd'hui, je connais plus les noms. Je connais quelques vieillards qui sont à la porte de sortie. Mais à l'époque, je citais tous les noms des Lions Indomptables. Et Marco, vous savez, moi je vais vous faire des témoignages particuliers. Marco habitait la ville de Lyon. Et il avait l'une des plus grandes résidences des joueurs camerounais en Europe. Il accueillait beaucoup de gens. Il avait grand cœur. Il avait beaucoup de projets. Voilà le type de jeune. Malheureusement, ce que nous aimons, les chrétiens disent que ce que nous aimons, Dieu l'aime encore plus que nous. Marco, à son âge, il est mort relativement jeune, avait lancé de grands projets au Cameroun. Je ne parle pas des gens qu'on nous fabrique dans Forbes. Hein, vous savez, il y a un truc là qui nous dit que tel a tant de nombre de milliards. C'est des mensonges. Mais Marco avait lancé de très grands projets au Cameroun. Je regrette qu'on n'ait pas permis à ces projets de profiter même à la nation camerounaise, au football camerounais, du point de vue de la vie privée, mais aussi du point de vue de la vie publique. Marco avait de très belles idées. Et il était un homme effacé. J'aimais bien effacé. Moi, quand un mort est mauvais, je dis que ce mort, c'est pas parce que tu es mort que je vais dire que tu étais bon. Non, c'était un garçon exceptionnel. S'il fallait choisir quelqu'un pour mourir à la place de quelqu'un d'autre, je ne cite pas le nom du joueur que j'aurais choisi à l'époque pour mourir à la place de Marco. Parce que il est... Non, ça va. Non, c'est une façon de parler. Dieu est souverain. Il appelle chacun en son temps. N'est-ce pas? Mais c'est une grosse perte. Et vous verrez, pour ceux qui maîtrisent l'affaire du football, que depuis que Marco a quitté le milieu de terrain camerounais, ça vacille. C'était un grand homme, au sens propre comme au sens figuré. Il était grand de taille. Il avait une belle âme. L'un des rares jeunes footballeurs mariés avec une vie de famille rangée. Parce que c'est très important. Quand vous voyez quelqu'un qui est professionnel, qui n'a pas une vie de famille bien rangée, c'est un voyou. Les professionnels, c'est un voyou.
Parce que vous voulez plutôt jouer, monter, descendre, faire la Starmania, et à la fin, vous commencez à nous dire de cotiser pour tel joueur qui se meurt déjà. Malheureusement aussi, Marie-Louise, sa veuve, n'a pas eu suffisamment d'encadrement pour pouvoir tenir les enfants. Vous savez, l'un des enfants, le premier fils de Marco, a fait une prison pour consommation de stupéfiants et autres en France. C'est regrettable, il a passé beaucoup d'années en prison. Il est sorti, je crois qu'il va mieux. Et tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que la famille se ressaisisse. L'histoire de Marco a révélé un certain nombre de choses. Je vais chuter avec ça. Vraiment, quand vous vous mariez, clarifiez les choses, et avec votre compagne, et avec votre famille. Quand vous avez le malheur, parce que la richesse, finalement, pour les familles est un malheur, d'être riche, votre famille vous en veut, votre compagne et tout le reste, c'est pas évident. Il y a eu des guerres pas possibles, qui se poursuivent même autour de ce monsieur. Et c'est regrettable. Je n'entre pas dans les arcanes de la famille, mais je dis, les exemples des uns doivent inspirer les autres. La mort de Marco nous fait mal. Et j'avais vu alors le plus grand deuil d'un sportif au Cameroun. Si vous vous souvenez encore, toute la grande famille mondiale du football, depuis Sepp Blatter qui était le président de la FIFA à l'époque, qui était au Cameroun, le président Paul Biya, qui soit dit en passant ne va jamais aux obsèques des gens. Mais à ce jour... Oui, Biya ne va, même si tu étais son ami, tu meurs, il ne vient pas. Donc, il était à ce deuil-là. Vous comprenez qui était Marco. Ouais, j'ai dit que Paul Biya ne va pas aux obsèques des gens. Mais il était aux obsèques de Marc-Vivien Fouet. Comme quoi, les bonnes choses ne mettent pas long sur la terre. Il est de la partie ce matin de Sucre National Bernardo. Il est déjà bien installé. Je vais lui dire un bonjour pas particulier. Bonjour Bernardo. Bonjour Olivia. Le Sucre National est là. Comment vous allez ce matin? Le week-end a été tantôt bien, tantôt mal. Le week-end a partiellement été, parce que comme je vous l'ai annoncé, j'étais dans la forêt sacrée, j'ai fait ce qu'il fallait faire là-bas, donc ça s'est bien passé. Mais je suis un tout petit peu triste ce matin aussi, parce que comme je vous l'ai dit, j'étais du côté de Pouma, où j'accompagnais, j'assistais à l'enterrement de mon papa. Bon, vous savez, en Afrique, ton oncle, c'est ton père. Oui. Surtout qu'il s'agit de mon oncle direct, Basson Dieudonné Désiré. Il était enseignant de français à Pouma depuis 1984, ici de Pouma. Il a pris sa retraite en 2012 et il est décédé en 2021. Sauf qu'entre 2012 et 2021, il est décédé sans toucher sa pension retraite. Vous savez déjà que les anciens ne gagnent pas grand-chose au Cameroun. Ouais. Quand quelqu'un travaille de 74 jusqu'en 2012, il travaille une trentaine d'années, il décède, il n'arrive pas à avoir sa pension retraite. Vous comprenez que c'est assez triste, c'est méchant. Mais c'est aussi ça le Cameroun, c'est aussi ça le monde. C'est-à-dire il y a des personnes qui mangent à la sueur d'autres personnes. Il y a des gens qui sont extrêmement méchantes. Parfois on se demande ce qu'on leur a fait pour subir autant de mauvais cœurs. Mais c'est aussi ça la vie, donc ça va beaucoup affecter. J'ai pensé en parler ce matin. Aujourd'hui c'est le 26 du mois de juin, naturellement. C'est la journée mondiale pour le soutien aux personnes victimes de torture. Vous savez qu'à mesure que le monde a évolué, beaucoup de personnes ont subi des tortures, que ce soit par l'esclavage, par la traite négrière, dans les guerres ou à côté des guerres, ou encore de façon plus ou moins privée, beaucoup de personnes ont toujours été torturées. Donc le 26 juin 1987, une convention a été adoptée contre les tortures et autres traitements cruels et inhumains, vous voyez. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a carrément une journée de réflexion sur des mécanismes de lutte ou de résorption de la torture en milieu humain, si on peut s'exprimer ainsi. Et c'est aujourd'hui. Concernant Marc-Vivien Fouet, personnellement, c'est un secret de polichinelle. Moi, je suis très, très proche du milieu du football. Je suis très intéressé par les questions footballistiques. Donc, le décès de Marc-Vivien Fouet, moi, j'étais déjà un peu plus grand que vous. Moi, je l'ai vécu, c'est-à-dire de sa chute sur le terrain jusqu'à l'annonce de son décès. Et il y a trois choses qui m'ont marqué. La première, c'est que après la mort de Marc-Vivien Fouet, beaucoup de footballeurs camerounais l'ont abandonné.
l'ont abandonné parce que très peu ont décidé d'accompagner sa veuve et ses enfants. Moi, je vous dis particulièrement que moi, mes parents habitent, j'ai une famille très très proche, mes parents habitent très près de la tombe de Marc-Vivien Faury. D'ailleurs, j'y vais presque tout le temps. C'est du côté de la Maïture Biting. Mes parents y sont, donc j'y vais tout le temps. Et je n'ai vu que quelques fois par le passé 2-3 footballeurs aller déposer une gerbe de fleurs sur la tombe. Le seul que j'ai souvent remarqué qui y allait constamment, c'est Jean-Alain Boumson. Peut-être d'autres y allaient avant ou après, mais c'est le seul que j'ai souvent vu, c'est-à-dire le 26 du mois de juin, aller déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de Marc-Vivien Faury. À côté de sa tombe, il avait commencé à construire le complexe Faury, habitant Maïture. Donc il y a un bâtiment blanc, il y avait un terrain derrière, il y a sa statue devant. Sauf qu'aujourd'hui, le bâtiment, il est complètement délabré. Donc on n'a pas accompagné, tout comme si les mecs l'a évoqué, on n'a pas accompagné son projet. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que l'autre jour, Madame Puéné l'a dit et JBT a répondu. Vous avez vu, ça fait beaucoup de chou gras dans les milieux médiatiques. Elle a dit l'argent ne fait pas le bonheur. Ouais. Il a dit non, ça fait. Vous voyez donc que Marc-Vivien Faury a laissé beaucoup d'argent, on va dire à sa femme, mais elle n'a pas forcément été heureuse après. Vous savez, vendredi dernier, je parlais avec deux messieurs d'un certain âge qui dans leur vie ont eu beaucoup d'argent. Donc ils m'ont dit une phrase que j'ai gardée. Ils m'ont dit, l'argent vient résoudre certains problèmes que tu as, mais l'argent vient avec ses propres problèmes. Qui ne sont pas faciles à gérer cette fois-là. Donc, certains diront l'argent fait le bonheur, d'autres diront non, ça fait. Moi, je peux aussi dire que bon, parfois non, ça ne fait pas. Le ouais. Ce qui fait que ça, c'est un cas également qui est très intéressant de savoir que dans des familles, parfois, l'argent vient créer plus de problèmes qu'il n'en résout. Et troisièmement, je pense que aujourd'hui, M. Yemekla a également relevé, le football camerounais a grandement perdu. Parce que Marc-Vivien Faury, au-delà d'être un homme, c'était une âme, c'était un leader, c'était un patron, c'était un dirigeant. Et je pense que même le capitaine, c'est-à-dire Rigaud, n'a peut-être pas eu la même force que Marc-Vivien Faury dans le collectif. Et je pense qu'on a beaucoup perdu. Donc personnellement, pour avoir un peu vu le personnage à la télé évoluer, c'est un peu compliqué. Et surtout que d'autres raisons, ça également c'est intéressant, ont alimenté les causes de sa mort. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il faudrait donc faire comprendre aux jeunes que si jamais ces raisons sont avérées, il faudrait peut-être éviter de rentrer dans des choses compliquées, surtout qu'on ne maîtrise toujours pas comment ça se termine dans ce genre de choses-là. Donc, merci Bernardo. En face de vous, je vais recevoir Bienvenue Essomba. Vous êtes économiste. Merci de nous honorer de votre présence ce matin. Merci madame. Bonjour à tout le panel, bonjour aux millions de téléspectateurs d'ici demain et de travers le monde. Merci, vous avez certainement aussi un mot à dire au sujet de Marc-Vivien Faury. Vous savez que ça fait 20 ans aujourd'hui qu'il est décédé. Oui, Faury était un grand patriote, un grand footballeur, un grand garçon. Et il est mort dans des conditions vraiment horribles. Puisque c'était passé à Mondiovision. Et le peuple a retenu l'expression de quelle image. Ouais, effectivement, quelle image. Jean Lambert. Quelle image. C'était effroyable. Ouais. Bon, nous à l'époque, on était aussi tout jeunes. Il y a 20 ans, tu étais tout jeune. J'avais 40 ans, même si avec 35 ans, même si avec 30 non, tu n'étais pas tout jeune. Mais j'avais ton âge. Tu ne manques pas souvent. Peut-être qu'il y avait moins que ton âge. Oui, moi, je ne suis plus tout jeune. Monsieur le ministre, vous a dit qu'il était tout jeune. Allez-y. Aujourd'hui, je suis un adulte. À 20 ans, j'étais jeune. Aujourd'hui, il est un adulte. Ok. Oui. Ce n'est pas un message que vous passez. Non, je me préfère adulte. Parce que là, j'ai tout ce que je veux dans la vie. Hein. Rien qu'avec ma barbiche blanche. Et c'est pas pour rien que je la garde. Ok. Donc, ça nous a marqué. Oui. Et le football camerounais a perdu comme ça un valeureux acteur. Effectivement. Comme regrette jusqu'aujourd'hui, surtout qu'il est le mot afflé d'âge. Après de l'âge, ouais. On ne sait pas ce qu'il serait devenu à la fin. Parce qu'on ne s'imagine pas tellement, il était monté fort. Très fort. Que moi je me demande aujourd'hui que s'il était resté en vie, qu'est-ce qu'il serait devenu? Bon, je crois qu'on reste sur cette fin-là et ça fait qu'il est inoubliable. On va toujours penser à lui.
Et même si à la fin, il allait nous décevoir comme d'autres. Mais c'est bien, c'est pas bien de mourir jeune, mais je crois que dans son cas, il est bien mort parce qu'il a laissé un esprit fouet qui anime le pays. Et alors que ceux qui ont continué à vivre, beaucoup ont sapé leur image. Aujourd'hui, beaucoup ont sapé leur image et ils risquaient de décéder à 100 ans, mais dans l'anonymat. Ok, merci. Bienvenue au Sumba. Marc-Vivien Fouet, nous ne t'oublierons jamais. Chers téléspectateurs, c'est parti pour 1h52 de débat, d'échange, mais aussi d'interaction avec vous, car pour nous, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. On se retrouve juste après mon premier coup de pinceau. Avec ce plateau, l'ambiance est très conviviale ici. Justement, nous allons accueillir l'homme de la revue de la presse, Théophile Vianney-Biya, que j'appelle affectueusement TVB. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Olivia Bossal, bonjour à ton riche panel ce matin, bonjour également aux téléspectatrices et aux téléspectateurs que je retrouve fièrement. C'est toujours un plaisir de prendre part à cette émission pour livrer la revue de presse Acte 2. Très élégant vous êtes ce matin. Merci. Certainement c'est pour rendre fou amoureux certaines téléspectatrices qui vous regarderont ce matin. Non, j'ai voulu accompagner la dame qui est sur le plateau et qui a mis un peu de rose. Donc il a fallu également que je sois dans cette même mouvance. Paula également a mis du rose. Il a fallu également que je sois dans cette même mouvance. Vous également, il a fallu que j'accompagne votre rose à lèvres. Donc vous comprenez que je suis dans la mouvance du rose de ce lundi. Merci Théophile Vianney-Biya. Alors, que nous disent les journaux ce matin? Les journaux qui sont disponibles en kiosque parlent politique, éducation et même sport. Mais nous ouvrons cette revue de presse avec le journal La Météo de Dieudonné Mvang qui s'intéresse donc à cette performance avec un zoom sur les 14 sociétés d'État. Zoom sur le top 14 des sociétés d'État. On en parle avec le journal La Météo qui revient nous dire de la page 2 à la page 4 que la réforme des entreprises publiques a été engagée par des lois en juillet 2017. Son dispositif réglementaire est disponible depuis 2020. Des Camerounais apprécient. Notre enquête met dans cette édition en exergue la quinzaine qui sort du lot et qui accompagne le gouvernement vers l'émergence de 2035. Ce classement résulte des évaluations des experts en management consultés par les journalistes du journal La Météo et qui revient donc sur ces entreprises ce matin. On peut donc voir ici la SNH, la Caisse nationale de prévoyance sociale, le FECOM, l'ART, le port autonome de Douala, la SNI, la SODECOTON, les aéroports du Cameroun, la SCDP, l'IRAD, le port autonome de Kribi, Camtel, le Crédit Foncier et même Camwater. Voilà quelques entreprises qui sont donc présentées ici ce matin par le journal La Météo. Nécrologie, Ngoura perd son sénateur. Mireille Adare Gassawili, la seule grande élite politique de l'arrondissement département du Lom et Djerem, région de l'Est, est décédée ce 22 juin à l'hôpital général de Yaoundé. On nous fait savoir qu'elle est donc décédée des suites de maladies. Le journal La Météo rend hommage à Mireille Adare ce matin en page 9. Info Matin s'intéresse à cet appel à candidature de Paul Biya en 2025 avec la Mofou et Afamba qui appelle une fois de plus le président Paul Biya à se présenter donc à cette élection présidentielle à venir. La Mofou et Afamba, encore et toujours, on en parle ce matin. Après Fou, le 27 mai et ce le 10 juin dernier, les 24 sections RDPC, OFRDPC et OJRDPC du département ont réitéré leur souhait au président national du parti ce 24 juin à Soua sous la houlette du ministre Luc Magloire Marga Tangana, chef de la délégation permanente départementale et à l'occasion représentant du secrétaire général du comité central Jean Cueté. De la page 5 à la page 7, on revient donc sur ce giga meeting qui s'est tenu du côté de Soua. C'est bel et bien le journal Info Matin qui présente l'actualité dans sa petite une de ce matin. Fusion ECAM JICAM, procès en sorcellerie contre Tawamba. L'étrange plainte déposée près les tribunaux à Douala vise à empêcher le président de la principale organisation patronale de poursuivre son salutaire projet d'alliance avec le mouvement que dirige Protea Yangma conformément au traité du 5 avril dernier. La basse manœuvre a visiblement pour but l'annulation de l'Assemblée générale extraordinaire prévue le 11 juillet 2023. Le journal Info Matin revient donc sur cette fusion JICAM et ECAM avec ce procès en sorcellerie contre
Célestin Tawamba. Fusion Jika Mekam, on en parle également avec le journal Le Messager de Feu Pius Ndiawe qui nous fait donc savoir que la fusion est au tribunal. Championnat national volleyball, doublé magique pour FAP. Le journal revient sur cette actualité sportive en page 12. Restons dans le volleyball avec le journal La Nouvelle de Jacques-Blaise Mvillier. Prochainement, que se passe-t-il à la Fédération camerounaise de volley? Le journal en parle en page et prévoit donc dans la prochaine parution de livrer tout ce qui se passe du côté de la Fédération camerounaise de volley. En page 3, on parle de ce nouveau pacte financier mondial, du renouveau dans les rapports nord-sud, rideau sur les assises planétaires de Paris. Le journal La Nouvelle consacre sa grande une à l'actualité concernant le nouveau pacte financier mondial. Un autre journal est en kiosque et parle également de ce pacte financier mondial. Il s'agit bel et bien du quotidien bilingue Cameroun Tribune qui revient donc sur cette actualité. Réforme du système financier mondial, consensus à Paris. Le Cameroun, le sommet tenu dans la capitale française s'est achevé vendredi dernier en présence du président de la République Paul Biya sur une nette convergence de points de vue sur un agenda. Rendez-vous donc dans 2 ans pour une première évaluation. Le journal Cameroun Tribune parle donc des conclusions de ces assises de la page 2 à la page 8 et présente également le récit de ses envoyés spéciaux ce matin. On parle également de la Coupe du Cameroun avec le journal Cameroun Tribune qui nous dit donc que PWD et Fovu sont en finale. L'indépendant de Max Mpanjo reste également sur l'actualité concernant le nouveau pacte financier mondial, un sommet et des promesses. De la page 6 à la page 7, on en parle ce matin. Poisson pourri, aveu complet, appelé à présenter à la presse nationale et internationale le bilan des inspections des conteneurs parqués depuis plusieurs mois à la régie du terminal à conteneurs du port de Douala-Bonabéry. Les responsables de l'entreprise congelée du Cameroun, en abrégé Congelcam, ont plaidé coupable le 22 juin 2023. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Le journal en parle de la page 2 à la page 5. Repère reste également dans cette actualité concernant le poisson pourri. Filouterie commerciale. Congelcam veut noyer le poisson pourri. Le journal Repère nous le fait savoir en grande une. La nouvelle expression qui est en kiosque parle également de l'affaire Congelcam. La RTC se défend comme elle peut. C'est le constat qui est fait par le journal La Nouvelle Expression et qui revient donc sur cette actualité en page 8. Si on parlait blanchiment, le Cameroun sous surveillance renforcée. L'organisation de lutte contre le blanchiment, groupe d'action financière, assure qu'en plus du Cameroun, la Croatie et du Vietnam ont fait des progrès sur certaines mesures recommandées. On en parle en page 5 et on s'intéresse donc au blanchiment. Le Cameroun qui est sous surveillance renforcée. C'est le journal La Nouvelle Expression qui en parle ce matin. Coupe du Cameroun, PWD et Fovu en finale. Cette actualité est présentée en page 5 du journal La Nouvelle Expression. Le jour d'Aman Mana n'a pas loupé cette actualité sportive et parle également Coupe du Cameroun en oreillette. Fovu, PWD de Bamenda en finale. Les deux équipes se sont qualifiées à l'issue des demi-finales disputées samedi dernier à Douala. Drame, le film de l'accident des Bebda est présenté en grande une du journal Le Jour. Les populations du village Bilik Bindik dans le département de la Léquier sont encore sous le choc depuis samedi 24 juin suite à l'accident qui a ôté la vie à plusieurs personnes. Difficile jusqu'ici de donner le nombre exact de morts. Le journal parle donc du film de cet accident survenu du côté des Bebda de la page 3 à la page 4. On revient donc sur ce drame. Émergence qui est en kiosque parle également de cet accident de la circulation. Axe Bafoussam Yaoundé, un accident de route fait des morts. En page 5, le journal Émergence revient sur cette actualité triste. Yaoundé Bafia, mutation, on parle également en pied de une. Encore des morts sur la route. L'actualité est présentée en page 5 et les détails sont à lire ce matin dans ce journal qui n'a pas loupé l'actualité concernant le barrage de Naktigal. Les périls de ce barrage sont donc présentés en page 7. La construction de cette infrastructure va générer une importante quantité de gaz à effet de serre. L'entreprise en charge des travaux dit avoir planifié des actions pour en minimiser l'impact. Ces actions sont donc présentées ce matin au journal Mutation. Extrême Nord, les stations-service sont rares. C'est le constat qui est fait par le journal de Georges Alain Boyomo qui en parle en page 6.
Restons dans le septentrion avec le journal L'Œil du Sahel de Guibaï Gatama qui présente cet hommage. La dernière interview de l'honorable Silikam est à lire en page 17. Ngaoundéré, un délégué départemental placé en détention pour viol. Le journal nous le fait savoir en page 16. Le Zénith parle de cette torture et séquestration. Un prêtre dans l'enfer de la sécurité militaire. Cette actualité nous est présentée en grande une et on nous le fait savoir en page 3 pour une histoire sans tête ni queue défiant l'entendement humain et relevant même de la métaphysique. Le sous-lieutenant Chiade Ngale Gilles Romuald fait souffrir le martyr au père Boulindongo en l'embastillant et en détruisant sa paroisse. Le journal en parle ce matin et revient donc sur cette actualité en grande une. Laissons ce journal et cette actualité pour prendre à présent sans détour de Nestor Diatou qui revient sur la promotion de l'homosexualité au Cameroun. La volte-face de Berton suite au blocus régalien du Minat. On en parle en grande une du journal sans détour. Le Tri-Hebdo le soir revient également avec cette correspondance du ministre de l'administration territoriale dans le cadre de l'objet motivant la visite au Cameroun de M. Jean-Marc Berton pour la Tangandji. Pas possible de lui accorder une quelconque autorisation. Projet urbain C2D capitale régionale. Exécution satisfaisante d'après l'actualité qui est présentée en page 5 et 6 du journal Le Soir. Le quotidien de Jules Brice Ngaba parle de la paroisse EPC de Benbisville, le nouveau temple dédicacé à Dieu. On nous fait savoir que c'était hier dimanche 25 juin 2023 du côté de Bengbis. Présidentiel, on en parle avec le journal L'Avocat. Les franquistes en ordre de bataille. Le mouvement quadrille davantage le terrain politique en sensibilisant les Camerounais. Alain Didier Owonazoua n'est pas en manque d'arguments. Le journal revient donc sur cette mobilisation des franquistes de la page 2 à la page 3, même son de cloche pour l'éveil républicain qui parle d'élection présidentielle. Le mouvement des franquistes affiche ses positions. Ces positions sont présentées de la page 3 à la page 4. Nous refermons cette revue de presse avec le journal L'économie de Thierry Ekouti qui s'intéresse à cette évaluation. Eneo et Sonatrel responsables de la baisse des performances des entreprises. Le faible accès à l'électricité empêche plusieurs structures d'atteindre leurs objectifs suivant le tableau de bord de l'économie camerounaise au premier trimestre 2023 publié par le groupement interpatronal du Cameroun. C'est avec cette évaluation du journal L'économie que nous refermons cette deuxième partie de la revue de presse sur Info TV ce lundi 26 juin 2023. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. De votre aimable attention, infiniment merci. C'était la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney Billa. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci, Olivia Bossal. Merci à vous pour cette brillante revue de la presse ce matin. Oui. Vous ne nous quittez pas. Vous restez pour nous donner les éléments ou alors les informations qui seront traitées ce soir aux 19h et aux 20h. Aux 19h et aux 20h ce soir, on reviendra sur la lutte contre le trafic illicite des drogues au Cameroun. Vous savez que la journée célèbre aujourd'hui. On va donc voir quels sont les efforts qui sont déployés par le gouvernement pour lutter efficacement contre ce trafic illicite des drogues sur le plan national. On va également parler de la fête du mouton qui pointe à l'horizon. On va se rendre dans les marchés pour essayer de voir à quel prix est vendu le mouton en cette période. Nous sommes en 2023. Nos équipes sont déjà sur le terrain. On va également revenir sur cette grogne du côté du Labo Génie parce qu'il faut dire qu'à l'instant même, il y a des manifestations devant le Labo Génie et nos équipes sont également sur le terrain pour essayer de voir plus clair sur cette affaire qui perdure. Ok, merci beaucoup Théophile Vianney Billa. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à la rédaction centrale d'Info TV. On va prendre rendez-vous demain à 10h. 10h, avec le même plaisir, le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous, Olivia Bossal, et à votre panel. Merci beaucoup Théophile Vianney Billa. Sans protocole, je vais passer la parole à Bienvenue Somba. Pour qu'ensemble nous revenons sur cette actualité, c'est l'Indépendant qui titre « Poisson pourri, aveu complet de Congelcam ». Bienvenue Esomba, je vous ai vu hocher la tête tout à l'heure. Votre regard sur cette actualité? Oui, c'est une situation très, très grave. Vous savez que là, nous sommes en plein système libéral. Le système libéral, c'est quoi? C'est la recherche effrénée du profit individuel. D'un côté, mais de l'autre côté, c'est aussi la diminution de la population. Ouais. Vous voyez que là, nous avons un acteur qui cherche d'une façon effrénée son profit, avec son groupe, bien sûr. Et de l'autre côté, il veut décimer les populations. Parce que les libéralistes estiment que les ressources mondiales, c'est vrai que c'est faux, c'est une position qui est fausse. Les ressources mondiales ne peuvent pas suffire à tout le monde. Alors il faut éliminer
une bonne partie de la population pour que ceux qui peuvent résister, les meilleurs, ils appellent ça les meilleurs, puissent continuer à vivre. Là, quand je regarde ça, je me dis, voilà, un acteur libéral qui joue le jeu de son gouvernement, parce que dans tout ça, c'est le gouvernement qui est derrière. C'est eux qui lui ont donné l'exclusivité d'importer le poisson, c'est eux qui lui ont donné. Mais est-ce qu'ils lui ont donné donc l'exclusivité pour qu'il importe le poisson pourri? Non, c'est dans là qui ignore que son poisson est pourri. Il y a un an, on a arrêté le poisson pourri à Obala. Peut-être Bernardo l'ignore. Le procureur ou le juge Maïssa de Monat, c'est une dame qui a essayé d'aller faire le constat, il a été frappé sur le doigt. Et ce n'est pas le seul cas. Nous tous, nous savons que le poisson là-bas dans ce magasin est rempli de formol. Qui ignore? Le président de la République l'ignore, le dernier policier l'ignore, le gouverneur l'ignore, le préfet l'ignore. Nous sommes dans le cadre d'un système qui est structuré. C'est comme ça. Et ceux qui passent pour être nos bailleurs de Fonds Banque mondiale, les gens de Bretton, ils attendent les résultats. La politique, c'est pas ce qu'on voit à première vue. Hein. Ils attendent les résultats. Qu'est-ce que vous faites chez vous pour diminuer le taux de croissance démographique? Il faut nous apporter les résultats. Et c'est sur la base de ça qu'on va continuer à financer votre économie, même si ce sont des financements que moi je déplore, qui ne servent à rien. Merci pour votre analyse. Je vais, avec vous aussi, Bernardo, on va prendre cette actualité de l'Indépendant qui titre « Poisson pourri, aveu complet de Congelcam ». Oui, Bossal, au début du mois de juin, le contentieux battait son plein entre la RTC. RTC et Congelcam. Et j'avais lu les positions des avocats de Congelcam qui estimaient que RTC, au mois de février, avait déjà laissé passer dans son armature 2 conteneurs qui étaient défaillants. Au mois de mars, on est passé à 4 conteneurs défaillants. Et à la fin du mois de mai, on était à une vingtaine de conteneurs défaillants. Donc, Congelcam estimait, et par la voie de ses conseils, qu'il fallait une expertise sanitaire pour déterminer quelle était la fiabilité des conteneurs qui transportaient le poisson, afin qu'on puisse savoir sur qui pèse la responsabilité de la nature avariée des poissons que les Camerounais consommaient, vous voyez. Et en face, RTC estimait que non, Congelcam retenait fort inopportunément les conteneurs captifs de ses produits. Il fallait que Congelcam vide naturellement les conteneurs parce que d'autres marchandises devaient être emballées par ces conteneurs-là. Donc ça a créé des positions assez divergentes sur la question. Et moi j'ai été un peu choqué parce que j'ai eu l'impression que c'est vrai, on sait tous que peut-être c'est délicat de le dire, mais que le poisson disponible ou proposé par Congelcam parfois, voilà, oui, peut ne pas être toujours celui qu'on attend. Voilà. Mais RTC aussi, sur le coup, me semble-t-il, n'est pas exempt de tout reproche. Parce qu'on constate avec le temps que, à mesure que les choses évoluent, la nature des conteneurs ou l'état des conteneurs ne présente pas de garantie suffisante. Donc, je pense que c'est une affaire qui n'a pas encore fini de livrer ses derniers secrets et on devrait être attentif. Il y va de la santé des Camerounais. Les Camerounais consomment beaucoup de poissons. Donc, même si je pense que la question du monopole est problématique, je pense qu'il faut avoir une vue d'ensemble. Mais pour sortir, que le gouvernement camerounais, quand même, comprenne que on a déjà trop souffert. Il faut aussi un peu ouvrir la bouteille, on respire au moins un peu. Qu'on lâche un peu les histoires de monopole, ce n'est pas bien. La trop grande concentration de pouvoir crée des abus. C'est naturel. À l'époque, parfois même certains rois abusaient de leur sujet. C'est le cas. Dans un pays où quelqu'un a 40 ans au pouvoir, il va naturellement abuser parce qu'il s'en fout de vous. Quand le monopole du poisson pendant 10, 15, 20 ans, à un moment donné, il va estimer qu'il est intouchable. C'est vrai, l'argent qu'il gagne en masse va aider à financer les campagnes, va aider à financer les projets électoraux, mais au moins qu'on nous laisse quand même vivre. C'est vrai que ça rentre dans le... Et tout à l'heure, M. Sobala dit, et il sait à quoi il s'expose quand il le dit. Parce qu'il s'attaque au système. Et le système est constitué de sorte que il faut qu'en Afrique, on se reproduise moins. Pour que les tenants du système
contrôlent la richesse mondiale et fassent passer leur message. Vous avez vu récemment avec les LG machin là. C'est aussi un axe de politique pour réduire la population mondiale. Pareil pour les vaccins, pareil pour beaucoup. Donc, c'est que ce produit avarié rentre dans leur système de destruction généralisée. Ok. Merci Bernardo. Pierre Biero, vous qui avez 5 épouses, certainement l'une d'entre elles s'est déjà plaint d'avoir acheté un poisson pourri au marché, je sais pas. Est-ce que congèle comme c'est le nom de quelqu'un? C'est un Gouchingue qui nous vend le poisson pourri. Pourquoi vous dites congèle comme... C'est un Gouchingue? Il est déjà riche, multimilliardaire. Je crois qu'il peut avoir pitié de nous. On n'a pas besoin de regarder les épouses, on a besoin de se tenir devant une poissonnerie pour voir que certains cartons qu'on sort de là ont des poissons pourris. Je ne vais pas parler particulièrement de moi. Moi, je sais quel est le projet des Blancs avec leurs complices de nous tuer. Donc moi, je ne mange pas de poisson de poissonnerie. À moins que je mange du poisson frais de Youpé, voilà, de Kribi, de voilà, Douala. Je ne mange pas le poisson de poissonnerie. D'ailleurs, j'élève du poisson moi-même. Ok. Voilà, donc je fais du poisson moi-même. Donc, je ne mange pas de ces affaires-là. Ça sent la pourriture très souvent. Vous voyez, quand vous allez dans une poissonnerie, parce que j'y suis déjà allé, vous entendez les gens dire, ne me donne pas les pourris. Oui. Et il y a des gens qui disent, donne-nous les pourris. Parce que les pourris sont certainement moins chers. Non, les femmes qui nous font du poisson brisé le soir en route, ainsi de suite. Et d'autres familles qui sont des gains petits. Oui, vous voyez, vraiment Dieu a beaucoup à faire. Heureusement que ce poisson pourri a souvent renforcé l'organisme des Africains et toutes ces choses avariées qui ont fait que quand par exemple la Covid-19 est venue, elle a trouvé que les Africains étaient très forts. C'est peut-être pourri, mais vraiment, il n'y a pas le contrôle de la qualité. Oui. Laissons même le monopole, encore qu'il faut le lui enlever. On ne sait pas ce qu'il avait donné à Paul Biya pour que lui ait le monopole du poisson. Bon, je crois que c'est suffisant. Il est multimilliardaire. On peut déconcentrer cela, donner à d'autres la possibilité de nous faire venir du poisson. Lui-même n'est pas fatigué d'avoir l'argent. Bon, donc on donne ça aussi. La compétition crée la qualité de service. Parce que là, vous aurez le choix. Ou quand vous alliez maintenant, même quand on donne... Dites au Camerounais, quel que soit le nom de la poissonnerie, en fin de compte, le fournisseur principal, c'est Gouchingue. C'est Gouchingue qui donne ça. Donc, il faut arrêter ça. C'est pas bien. On tue les Camerounais à petit feu. Et ce que je vais vous dire, vous les hommes de sexe masculin, les produits qui sont mis dans les poissons là affaiblissent votre puissance sexuelle. Hein. Faut le savoir. Donc, vous payez toujours là. Oui, on nous tue à tous les niveaux. Les OGM, les formol, vous prenez ça, mais attendez, vous mourrez. Et je suis sûr que lui-même, il est comme le directeur de la Camouat. Il ne boit pas. Lui-même ne mange pas ce poisson, en fait. Merci Pierre Biero. C'est vrai que je voulais, mais il n'y a plus assez de temps. Je vais passer la parole à Sorel Wafo. Vous êtes une femme. Bon, moi je suis à partir, j'ai dit, je suis à tomber sur du poisson pourri, pas une fois, pas deux fois. Vous certainement aussi. Ça doit être très désagréable. Oui, effectivement, c'est très désagréable. Mais moi, ce que cette actualité me donne à penser, c'est que, en fait, c'est une opportunité pour justement promouvoir la production du poisson localement. Parce que de toutes les façons, en tant que président du RAPEC. Exactement. Donc pour moi, je vois cette actualité comme une opportunité en fait. Parce que c'est ce qu'on a de l'habitude de dire, on le disait toujours, il faut promouvoir la production locale. Donc peut-être cette actualité va davantage renforcer ces arguments-là. Parce que vous voyez, on pense que la production locale est chère, mais les poissons, parce que même moi, je fais la production du poisson, j'ai lancé, ça fait 2 ans. Donc, on croit que c'est cher, mais je vous avoue, quand vous faites la comparaison entre le poisson que vous prenez à la poissonnerie qui est importé et votre poisson que vous avez produit, non seulement vous avez la qualité, mais le prix, il est accessible. Vous voyez, le prix, il est accessible. Donc, je pense que cette actualité devrait nous permettre de renforcer et de produire effectivement localement en fait. Il y a des variétés aussi. Oui, il y a bien sûr, vous avez le maquereau. Non, le maquereau. Non, en fait, il faut dire il y a des poissons d'eau. Il y a des poissons d'eau douce et des poissons. Vous avez d'eau douce, vous avez des carpes, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il y a des personnes qui n'aiment que le maquereau. Non, c'est l'habitude. C'est l'habitude, parce que c'est ce qu'on leur a proposé. C'est rentré dans leur
habitudes dans la, Olivia, la si tu me programmation. permets, je vais En quelques répondre secondes. oui, En à quelques cela secondes. selon comment les psychologues ont travaillé. Ok. Le cerveau consomme 20% de l'énergie du corps et il se recharge par le glucose. Ouais. Parfois, pour ne pas trop réfléchir, le cerveau enregistre des éléments et en fait des automatismes. Lorsque donc tu veux manger, le cerveau s'active et il te produit la réponse automatique pour avoir à moins se dépenser énergétiquement. Exact. Tu comprends? D'accord. Voilà pourquoi je te dis qu'il y en a qui n'aiment que non. C'est une habitude automatique qu'on peut changer très facilement en changeant le mode alimentaire. C'est pour cela qu'on peut être au Cameroun, on aime le coq. Comme aux États-Unis, on mange autre chose parce que on ne trouve plus le coq Exact. et on trouve des éléments qui sont du terroir, on les consomme, on s'y habitue. Exact. Voilà. C'est Oui, comme ça que je ça peux fonctionne. quand même ajouter pour une seconde que il demeure que sur le plan diététique, le maquereau, c'est une bonne graisse qui protège le cœur et qui protège contre Le le maquereau de cholestérol. Washington. Non, pas le maquereau en général. C'est le maquereau qui arrive, c'est Donc, bien. tous les diététiciens Oui, oui. vont vous conseiller, surtout nous les personnes adultes, de manger le maquereau et certains autres poissons que nous ne trouvons pas ici. Mais celui qu'on trouve, le thon, oui, mais celui qu'on trouve ici, c'est le maquereau, c'est celui qu'on trouve le plus fréquemment. Ok, merci beaucoup, bienvenue Estomba. On va prendre juste ces quelques avis des téléspectateurs avant de poursuivre avec l'émission. Bonjour à tous sur le plateau. Je me rappelle ce soir, après avoir fini de composer le BEPC en jour, mes amis et moi avons eu la permission de nos différents parents pour sortir faire la fête. Quand Marco est tombé et déclaré décédé, j'ai tellement pleuré ce soir quand j'ai dû annuler ma sortie ce soir. Monsieur le président de la fédération, s'il vous plaît, faisant quelque chose pour que le complexe de Biteng ne meure pas aussi avec notre 17. C'est Eric Bakedek. Bonjour et bon début de semaine à vous sur le plateau. Personne n'a le monopole d'importation du poisson au Cameroun. C'est un secteur trop délicat. Beaucoup d'importateurs ont abandonné le marché et Congelcam s'est installé à ses factures d'électricité. Bonjour dame Olivia, votre amoureux est très chanceux. Ma fille Olivia, permets-moi de l'écrire. Le premier président Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire allait aux obsèques et tous les Ivoiriens le voyaient à la télévision. Bon, je sais pas. Ah, ok. Bonjour, tu es encore plus belle ce matin. Très, très, très belle. Bon, je prends quelques discuteurs. Bonjour madame, vos panélistes se trompent sur l'exclusivité monopole sur l'importation du poisson au Cameroun. C'est Greenfish et non Congelcam. C'est Léopold depuis Douala. Bonjour, C'est pas ça le plus important. Bonjour, la faute est à quel niveau? Le port n'a pas branché ses conteneurs. Dites souvent la vérité aux gens. Bonjour, les dieux du micro, finalement, je ne comprends plus. Où est passé Parfait ici? Cela fait aujourd'hui un mois. Non, ça fait pas encore un mois. Parfait ici reprend la semaine prochaine. Cela fait aujourd'hui un mois qu'il a complètement disparu sur le plateau d'Espace Miné et il a fui comme tous les autres. Dites-nous, non. Le directeur général Parfait ici est là. Sa suspension, je crois qu'elle se termine ce vendredi. Il va reprendre les rênes de votre programme. Non, la suspension de Parfait ici se termine le 5 juillet. Ok, le 5 juillet. Le 5 juillet. Ok, le 5 Voilà. juillet. Vous avez donc Parfait la n'a réponse. pas fui, il est le directeur général d'Info TV. Il est toujours Il là. est suspendu pour un mois. Il a débuté sa suspension le 5 juin. Elle se termine le 5 juillet. Ok, Voilà. vous avez donc suivi les précisions du consultant. C'est le 5 juillet. Non, pas en tant que consultant, en tant que directeur des ressources Ok. humaines et de l'innovation. En tant que directeur des ressources humaines et de l'innovation, la Voilà. précision en vaut la peine. Merci Pierre Biaonimek. Bon, c'était tout pour les avis des téléspectateurs. On va poursuivre l'émission. On se retrouve juste après. Je ne vous fais pas savoir tout ce qui s'est dit en off. Je passe la parole à l'homme de la dénonciation, Bernardo Basson, le sucre national. Bonjour. Qu'est-ce que vous dénoncez aujourd'hui? Pourquoi d'abord, Olivia, tu dis aux téléspectateurs qu'on a parlé Non, il y a beaucoup de choses. Le qui se Congo, ça sont n'est pas dites bien. Moi, je fais le Congo ça à la télé aujourd'hui. On ne fait pas. J'ai fait le C'est Congo pas ça. bon. Et Dieu te voit. Bon, ce matin, c'est une dame qui dénonce un comportement qu'elle juge être maladroit de la part de son conjoint et elle souhaite se séparer de lui et a voulu par ma voix faire porter son problème sur la place publique. Elle a rencontré le jeune homme, elle avait 20 ans, il en avait 24. Ils étaient promotionnaires d'une même école, mais le jeune homme était un niveau au-dessus d'elle.
mais ils sont sortis dans le même métier, dans une grande école au Cameroun, et ont travaillé ensemble. Ils ont fait chemin ensemble, ils ont 2 enfants aujourd'hui, et elle m'a dit qu'elle a toujours été folle amoureuse de son homme. Et au moment où elle est venue porter le problème, elle était avec son homme. Sauf qu'elle dit, depuis le début de leur relation, elle a toujours su que son homme était vraiment un homme à femme. Et elle a parlé avec sa maman. Sa maman lui a dit, bon, les hommes à femme, il y en a beaucoup, mais le tien, c'est un cas exceptionnel. Je suggère que tu le quittes. Et elle a dit à sa maman, non, je ne peux pas le quitter parce que voilà, je l'aime beaucoup, je ne veux pas le perdre. Finalement, avec le monsieur, elle a évolué et elle s'est rendue compte, il y a de cela 1 an et demi, que le monsieur avait des comprimés bizarres qu'il prenait. Elle a trouvé dans son sac des comprimés bizarres parce qu'elle faisait son sac. Et elle me dit tout le temps qu'il voyageait, elle mettait des préservatifs en lui disant, protège-toi, parce que je sais comment tu es. Mais elle a trouvé des comprimés bizarres dans une boîte bizarre. Elle a tapé sur Internet. Elle a vu antirétroviraux. Et elle a pris peur. Elle a essayé de lui demander, tu ne me caches rien. Il lui a dit non, non. Et des fois, quand elle voulait prendre le sac pour ranger, il se levait rapidement pour arrêter le sac. Et elle dit qu'elle a pris le courage, elle en a parlé à une amie à elle qui est infirmière, qui lui a dit, maman, l'affaire, si ne tue même plus les gens, même si c'est ça, va au moins te faire dépister. Et si c'est comme ça, tu prends le traitement, les antirétroviraux, et tu vas vivre normalement. Et elle est allée se faire dépister et elle a réalisé qu'elle était aussi séropositive. Et donc, elle a pris la peine de dire, elle a montré le résultat à son homme que, regarde, c'est vrai, on peut aller où tu veux. Moi, je n'ai connu que toi dans ma vie. Moi, je t'ai connu toute jeune. Tu as été mon premier et mon seul homme. Maintenant, je me suis rendu compte depuis quelque temps que tu prends des comprimés comme ça. Du coup, j'ai enquêté. Je me suis rendu compte que c'est ça. Et elle est venue me voir avec le monsieur. Le monsieur également était très gêné. Et il a même avoué que c'est vrai qu'il sait à peu près quand est-ce qu'il a été infecté, parce qu'il sait à peu près quand est-ce que son corps a commencé à signaler qu'il avait un problème et qu'il aurait pu, c'est vrai, se protéger vis-à-vis de sa femme, mais il a estimé qu'elle aurait pu s'inquiéter. Pourquoi subitement la protection et tout, donc il a préféré aller comme ça. Et il a dit que, bon, il a cité la ville dans laquelle il était en mission, il a pris la maladie, bon, ça peut rendre la ville un peu bizarre, donc je ne cite pas la ville. Et donc aujourd'hui, elle m'a rencontré avec le monsieur, et elle a dit qu'elle veut le quitter, juste comme ça, parce qu'elle sait qu'elle est morte, et qu'elle veut rentrer au village attendre sa mort. Bon, elle est avec l'infirmière également, qui lui a dit non, on peut en vivre. J'ai demandé à l'infirmière de la laisser tranquille pour le moment, de l'aider à prendre, parce que parfois, c'est tellement choquant. Avec le temps, elle va sûrement s'apaiser et prendre les médicaments. Pour le moment, quand c'est encore brut, laisser parfois les gens s'exprimer et manifester leur tristesse pour ne pas les... Parce qu'en étouffant quelqu'un, bon, là, je vais commenter après. Vous voyez. Mais je veux dire que cette dame, elle est triste, elle est affectée, elle est choquée. Son conjoint également semblait vraiment se sentir coupable. Son époux, vraiment se sentir coupable. Et lui aussi était à côté. Et il dit qu'il ne veut pas qu'elle parte parce qu'il se sentira détruit. Donc, elle a voulu qu'on en parle et elle a dit, monsieur Niemek, c'est souvent quoi dire pour des problèmes de couple, vraiment, qu'ils disent, je vais écouter. Donc là, elle est au bureau, mais elle est connectée. Ouais. Alors, elle a dit, monsieur Niemek, c'est souvent quoi dire pour les questions de couple. Alors, je suis là, je vais écouter le consultant. Oui, si le sida... n'était pas une maladie que nous avons qualifiée de honteuse. Si le sida avait déjà un traitement, au-delà des antirétroviraux, le problème ne se poserait pas. Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de maladies que les couples contractent et dont ils se soignent. Le problème, c'est qu'on nous a fait intégrer que cette maladie est honteuse d'abord, ensuite qu'elle tue. Donc, je commence par dire à la dame qu'il y a autour d'elle beaucoup de porteurs de sida. C'est ce que je veux d'abord lui dire. Et qu'elle enlève en idée qu'elle va mourir, elle ne va pas mourir. Elle va mourir à la seule condition qu'elle refuse de prendre les antirétroviraux. Je ne suis pas comme ces gens des églises, certaines églises qui disent aux gens de ne pas se soigner. Commencez à prendre vos antirétroviraux. La prière que nous adressons tous à Dieu, c'est qu'on trouve un traitement à cette maladie honteuse que les gens nous ont envoyée, toujours dans le but de décimer la population mondiale. C'était ça. Et Longa le dit dans une de ses chansons. Après tout ça, ils nous ont envoyé les maladies.
Donc, c'est l'une des maladies les plus violentes de ces derniers siècles. Maintenant, à l'endroit du monsieur, il faut dire que ce n'est pas très humain de se comporter de la sorte. Il faut plus de courage pour prendre sur soi le réel que pour traquer le possible. C'est Joseph Ngoué qui le disait. C'est vrai qu'il faut du courage pour dire la vérité aux gens. Je ne suis pas, sûr que ce monsieur qui est homme à femme, comme la plupart des hommes, se limite à aller sans protection seulement avec sa femme. S'il a un distributeur, moi je ne parle pas beaucoup de sa femme, s'il a un distributeur du VIH à nos enfants et femmes ici dehors, il est méchant. Monsieur Yamek, si vous permettez, oui. C'est également un élément. Juste à côté, il m'a appelé et il m'a dit maintenant parlons d'homme à homme. Et il m'a dit dans cette affaire, je suis fautif de bout en bout. Parce que je crois reconnaître d'où ça vient, mais je ne peux pas affirmer parce que des fois ma femme mettait les préservatifs dans ma valise, mais je n'aime pas et je ne les utilise presque jamais. Et je lui ai demandé, depuis que tu es avec ta femme, tu as connu environ combien d'autres femmes? C'est vrai, c'est un peu indécent de le demander. Il était dans la confession. Non, il était autour... Bon, heureusement que je n'ai pas donné son nom, je ne le donnerai jamais. Il était autour de 180, m'a-t-il dit. Si lui, il a eu le temps de compter. Bon, il a estimé, vous voyez que ça fait donc, de ce point de vue-là, j'espère que le monsieur nous écoute. Il faut qu'il arrête cet acte de méchanceté. Vous savez, j'ai connu un grand monsieur, grand entre guillemets, mais petit de cœur, qui avait cette maladie et qui payait les jeunes filles pour avoir des rapports non protégés avec elles. C'est de la méchanceté au sommet. Quand vous avez un mal comme celui-là, montrez-vous bon avec les autres et Dieu et la nature peuvent vous aider. Mais vous entendrez des choses du genre, je n'ai pas acheté ça, je vais aussi donner. C'est méchant. Donc le monsieur, je mets d'abord sa femme de côté, je regarde les autres femmes à qui il transmet le virus de manière méchante. Il faut qu'il s'arrête. Quand il a une relation, qu'il se protège. S'il n'aime pas la protection, qu'il laisse les enfants des gens vivre. Parce que pour le moment, on n'a pas de... Madame, dites davantage à vous, votre homme, de sauver les enfants des gens là dehors. Quand vous êtes sorti d'une grande école, ça veut dire que c'est un monsieur qui a un peu de moyens. Et comme les jeunes filles sont très pauvres au Cameroun et paresseuses, feignantes, elles vont vers ces hommes-là pour grappiller un peu de sida de temps en temps. Elles ajoutent. Donc, maintenant, pour l'équilibre du couple, vous êtes déjà trempés. Les enfants sont là. Le mal, il est profond. Mais il faut vivre, puisque c'est votre amoureux. Vous n'allez pas mourir. Tous les deux, en vous soignant, vous allez atteindre un niveau de traitement tel que vous n'allez plus vous infecter. La médecine démontre, lorsque vous allez constamment tous les deux prendre le traitement, vous atteindrez un niveau où vous n'allez plus transmettre le virus. Vivez votre vie de couple. Je crois que si cette histoire a vraiment touché le monsieur, il doit revoir sa manière de vivre. Je vais sortir en disant que ce n'est pas parce qu'on est homme à femme qu'on ramasse le VIH. Le malchanceux ramasse souvent le mauvais tarot dans l'assiette. Il y a même des gens qui ne sont pas hommes à femme. C'est vrai. Je dis souvent aux gens, c'est comme ça la nature. Et puis, il y a des gens qui attirent des choses négatives. Je n'encourage pas les hommes à femmes. Je n'ai pas dit qu'il faut tromper ces femmes. Il faut être polygame, c'est ce que moi j'encourage. Il faut épouser beaucoup de femmes. Il faut enlever de la tête des femmes l'affaire de la monogamie. Il faut leur dire que c'est fini, ce n'est même plus possible. Avec les LGBT qui sont en route et tout ça, c'est fini. Donc, mais il ne faut pas courir la gueuse. Il faut éviter. Donc, madame, retrouvez vos sens, protégez votre couple. Vous n'êtes pas le seul couple porteur. Vous n'êtes pas. C'est vrai parce que vous avez été une femme fidèle et autres, ça vous choque. J'imagine. Vous avez longtemps parlé, votre mère a parlé. Mais c'est une maladie avec laquelle on vit très aisément. Vraiment décomplexé, vous libérez votre tête. Ayez une sexualité normale, protégée certes, avec votre mari, mais vivez votre vie. Merci pour ce conseil, Pierre Biron-Yamek. Je vais passer la parole à Sorel Wafo, qui a certainement aussi, avec beaucoup d'attention et d'entrain,
écouter la dénonciation de Bernardo Bachon qui va nous donner son avis. Oui, finalement, je partage l'avis de Monsieur Niemek. Je partage l'avis de Monsieur Niemek parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier qu'il y a déjà aussi les enfants. Donc, il faut garder cet équilibre-là. C'est vrai, comme il a dit, c'est difficile, c'est très difficile. Mais je pense que la dame devrait trouver un espace dans son cœur pour pardonner. Parce que peut-être c'est aussi ça la grande question, le pardon. Justement, il faut qu'elle trouve vraiment l'énergie, la force suffisante pour pardonner à son mari. Et effectivement, comme M. Niemek l'a dit, il faut que le monsieur arrête effectivement de la distribution. Parce que de toutes les façons, les informations que nous avons sur cette maladie, à force de le faire lui-même, il réduit son espérance de vie. Donc c'est aussi même pour se protéger. Donc il devrait arrêter ça et se concentrer sur sa famille, sur le traitement. Et je pense que ça devrait aller avec le temps. Ok, d'accord. Merci pour votre avis. Bienvenue Essomba. Quel est votre avis sur la dénonciation? Merci, madame. Quel conseil donnez-vous à la dame qui nous regarde, qui a sollicité l'intervention des mineurs ce matin? Je voudrais lui dire à la suite des blérios, aussi de Madame Sorel que le sida aujourd'hui est devenu comme le paludisme. Chacun vit avec son... Moi, je vis avec mon palais depuis l'enfance. Mon paludisme depuis l'enfance. À un moment même, on croit que vous êtes adulte. Mais je l'ai toujours de temps en temps. Il m'arrive de l'avoir. Il y a le gros du paludisme n'existe pas. Il y a seulement des calmants. Mais aujourd'hui, moi, dans mon approche, dans mon entourage familial, moi, j'ai vu des gens qui ont pris normal les recto actifs, anti-rétroviraux pendant 10 ans. À la fin, on se rend compte que la charge a complètement disparu. Là, on peut dire que tu as guéri du sida. Ce qui n'est pas le cas pour le paludisme. Donc, qu'elle mène sa vie. Aujourd'hui, même, il y a des approches thérapeutiques qui font en sorte qu'un couple est séropositif, mais ils font des enfants normaux. Oui. Moi, j'ai suivi là qu'ils n'ont que 2 enfants. Ils peuvent, avec l'accompagnement de leur médecin, ils peuvent toujours continuer à faire le nombre d'enfants qu'ils veulent. Mais je trouve que le garçon n'est pas sincère. Pas du tout sincère. Moi, j'ai vécu un truc comme ça dans mon entourage professionnel, où le garçon, il a fait déclarer sa femme au niveau de l'entreprise. À l'époque, les antidépresseurs coûtaient 700 000 francs par mois. Il croit 2-3 mois. L'entreprise prenait en charge. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'on donne à sa femme, c'est lui qui consommait, sans avoir été déclaré. Et sa femme en est morte. Un jour, quand sa femme est morte, on avait arrêté de lui donner un médicament. Un jour, moi, je suis allé le menacer. Il dit que mon ami, il faut arrêter de faire tes conneries. Oh là là. On sait ce qu'on fait, on sait ce que tu fais. Mais quand il a commencé à prendre les remèdes, un jour, il m'a rencontré, il me dit, ouais, grand, merci beaucoup, tu m'as sauvé là, tu m'avais sauvé. Oui, mais là. c'est méchant. Il y a des personnes méchantes comme ça. Non, c'est peut-être la peur au début, Olivia, mais vous voyez, c'est méchant. Moi, j'ai un beau-frère qui a laissé mourir ma cousine de cette maladie. Je vous assure, je suis souvent un peu posé, mais je ne lui ai pas permis de venir à l'enterrement. Il s'est entêté, il est venu et je l'ai fait bastonner comme un serpent. Parce qu'il prenait les médicaments et cachait la maladie à ma cousine. Comme le cas... Non, c'est méchant. C'est méchant. Non, vous ne pouvez pas expliquer ça par la simple peur de paix. Vous êtes en train de tuer l'autre. Vous le tuez. Surtout que dans ce cas, si la dame n'avait jamais découvert... Lui, il prend les médicaments et la dame est dans la phase qui prépare à la maladie. Et c'est grave parce que, madame, vous êtes chanceuse. Très chanceuse. Vous avez découvert avant de commencer à faire la maladie. Ouais. Parce que quand vous commencez à faire la maladie, les carottes sont presque cuites. Donc maintenant que vous ne faites pas encore la maladie, mettez-vous sous un tir. Mais c'est méchant. La vérité, veritas liberabit vos. La vérité vous affranchira. Vous avez commis des bêtises. Tu as seulement peur d'elle maintenant. Quand tu vas souvent avec son truc partout, tu mets ça partout, tu n'as pas peur. Dites-lui, maman, je suis malade. Non, mais pour vous dire que je suis sérieux à ce point-là, j'étais à l'hôpital il n'y a pas longtemps. Et là, je me faisais consulter par l'une de mes épouses. Et elle a dit au laboratoire, tu fais tous les examens. Hein?
Le gars me regarde, il dit tout et je lui remets. Je dis oui, fais tout et remets-lui. Fais tous les examens et remets-lui. Non, si c'est mauvais, qu'on sache tous que c'est déjà mauvais. C'est mauvais, c'est grave. Et qu'on prenne les précautions. Si c'est mauvais, qu'on sache. Non, il faut assumer les actes qu'on pose. C'est les Blancs qui nous ont donné le sida pour qu'on meure. On voulait faire l'amour sans mourir. Bon, ils ont dit que maintenant, quand tu fais l'amour, tu as le stress de mourir. Ben, si c'est déjà là, ils ont encore envoyé un médicament. Soignons-nous. Soignons-nous vraiment. C'est méchant de laisser quelqu'un mourir parce qu'on a peur de lui dire la vérité ou parce qu'on a peur de le perdre. Olivia, personnellement, j'ai écouté la position de Sorel. Et quand vous écoutez la position de Sorel Wafo, vous pouvez peut-être comprendre la raison pour laquelle, dans une chanson qui est devenue célèbre en son temps, Corneille disait que peut-être Dieu est une femme. Parce qu'il peut-être n'avait pas complètement tort. Lorsqu'elle demande de trouver dans le cœur un espace pour pardonner, il n'y a qu'une femme pour avoir autant de grandeur, autant de grâce, autant de force pour supporter une telle douleur. Parce que aujourd'hui on peut discuter, mais aucun de nous ici n'est concerné directement par la situation. Et parfois, donner un conseil peut être plus facile que vivre une réalité pleinement. J'ai dit à cette dame d'abord que, en tant que juriste, votre mari est même d'abord en danger. Parce que les personnes qui contribuent à propager les maladies et qui sont répertoriées comme telles sont pénalement condamnables, il faut bien le savoir. Vous comprenez ? Oui, c'est encadré par la loi. Puisque vous contribuez à tuer les gens de manière indirecte. Vous voyez, donc c'est pénalement encadré. On peut puger. Oui, il y a des sanctions aménagées par le code pénal pour les personnes qui contribuent à propager la maladie. Okay. Sur le plan psychologique, j'ai dit à la dame qu'il y a deux choses à faire. La première et la plus importante, c'est prendre les antirétroviraux. C'est la chose la plus importante à faire. Effectivement. Elle m'a dit d'accord. Je lui ai dit la seconde, prenez du temps. N'écoutez pas les conseils. Parce qu'il est plus facile de donner un bon conseil que le bon exemple. Parfois, ceux qui donnent des conseils n'appliquent pas toujours eux-mêmes. Donc, faites attention. Prenez du temps pour vous et laissez votre cerveau s'aérer. Ouais. Je lui ai dit, troisièmement, si vous estimez, après un temps, ça peut être 1 ou 2 ans, que vous pouvez rester avec votre mari, restez. Si pour vous c'est pénible, partez et ne vous sentez pas gêné de partir. Parce que quoi qu'il en soit, la mort vous séparera de manière ou d'autre, que ce soit maintenant ou dans 20 ans. Donc ne vous dites pas toujours que vous devez y rester parce que le mariage a fait que non. Parce que ce qu'il a fait est inhumain. Puisque le niveau de méchanceté est tel que il se soigne et il vous laisse malade, sachant que le risque qui vous est contaminé est très grand. Si elle n'avait pas découvert le... C'est un niveau d'inhumanité indescriptible. Et j'ai dit à ce monsieur que, mon grand, tu es méchant. Très méchant. Bon, ses yeux ont un peu rougi, mais je m'en foutais un peu parce que à un moment donné, il faut tenir compte. Là, on peut parler, Olivia, mais si c'est ma soeur, si c'est ma mère, si c'est ma fille, comment est-ce que je me sens? Parce que venir dire à la télé comme ça, la dame, madame, faites ceci, faites cela, ça peut être beau. Mais si ce sont nos mamans, nos sœurs, nos filles, c'est un peu plus difficile. Bernardo, donc, le bien, c'est l'action absolument souhaitable. Oui. Et le conseil ne peut pas viser à aller en dessous du bien. Oui. On ne peut pas dire à quelqu'un, on va donc dire, madame, faut tuer le mari. Là. Non, c'est pas de cela que je parlais. Je dis par exemple, on peut aussi, parce que on peut aussi conseiller à la dame que bon, mets-lui un petit truc là. Non, la morale, c'est le devoir être. Même si on ne peut pas pardonner, parce que vous parlez seulement de la femme. Si on annonce à un homme que sa femme lui a donné le sida, je crois que déjà les hommes n'acceptent pas les l'homme va la foutre à la porte, hein, Pierre Biron. Pas en entier, elle ne va pas sortir le temps. Elle ne va pas sortir en entier. Il va la casser. Donc Olivia, pour sortir, j'ai dit à cette dame pour finir que chez nous, on dit Ningi qui suluko, ça veut dire que la vie, c'est comme le postérieur de la poule. Comme l'anus de la poule. Aujourd'hui, ça produit l'œuf, demain les caca. Est-ce que la poule a le postérieur? Oui. Non. La partie bombée, là, c'est quoi? La poule a une partie qui est souvent protubérante comme ça. L'anus de la poule. Bon, j'ai dit la poule est comme les fesses de la poule. Oui, donc aujourd'hui, il y a les selles, les caca. Demain, ce sont les œufs.
Et donc, maman, aujourd'hui, c'est le jour où toi, tu dois aussi nettoyer les selles. Mais globalement, moi, je lui ai donné un subtil conseil. C'est qu'à terme, il faut quand même qu'elle pense à changer d'air et aller se refaire. Ouais, qu'elle aille Vraiment. un peu des vacances. Parce que ce monsieur n'a pas été son mari. Ouais. Il y a beaucoup d'hommes à femmes. Monsieur, il n'y a qu'à 5 femmes. Il y a beaucoup d'hommes à femmes dehors. Toi, tu mais n'es pas allez... ma femme. Non, monsieur, moi j'aime les femmes. Ah, mais je suis raisonnable. Je suis Elle, pour la polygamie. Mais je ne serai pas polygame. Mais je suis pour la polygamie. Donc, à un moment donné, un homme qui est autant méchant il est très méchant. doit quand même se remettre en Il est question. vraiment très méchant. Très Oui, sincèrement. oui, je veux quand même ajouter aussi Oui, en quelque chose. quelques mots, en quelques Bernardo a parlé du risque juridique, le risque pénal qu'il encourt. Il encourt aussi le risque sanitaire. Parce que le virus du sida a plusieurs variables. S'il chope une deuxième variable, une troisième variable, là, même les antirétroviraux ne serviront à rien pour lui. Et s'il vient encore contaminer ça à son épouse, ils sont tous foutus. En fait, c'est un inconscient cumulé, inconscient et méchanceté et tout. On va prendre ces avis des téléspectateurs. C'est le temps des... Pour la dénonciation de ce matin, l'homme ne s'est pas bien comporté, mais sa femme doit lui pardonner. C'est Hilaire de Niga. Bonjour chers panélistes. Bonjour chers panélistes. Congèle Camboy est davantage exposé et dénoncé. Il s'agit de quoi? Quel commerce immoral et déloyal? L'État doit suspendre. Ce n'est pas une première. C'est Félix Ningué de Mendon. Bonjour Olivia. Bonjour Olivia, ton panel. De nos jours, le sida se soigne. Donc que cette femme sache qu'elle n'a rien à craindre au Cameroun. Par exemple, il y a des personnes qui soignent cette maladie. Et mon conseil au monsieur qui doit sûrement continuer à propager cette maladie, qu'il sache que le préservatif ne protège pas contre le sida. D'ailleurs, le préservatif a été créé avant le sida vers les années 1970. Par contre, le sida est apparu pour la première fois en 1982. Si je ne me trompe pas, alors qu'il sache que le préservatif ne protège pas contre le sida, il a intérêt à se calmer. Bonjour, je suis Merveille Ndongo, depuis Douala Ndokbong. Dites à cette femme de se consulter au moins dans 3 laboratoires en ce qui concerne son époux. Il est méchant et va payer un jour. Bonjour le panel et en particulier à Bernardo Blériot. Ce sujet suscite en moi beaucoup de haine et de dégoût. J'ai perdu ma soeur dans ces circonstances. Elle vivait avec un monsieur qui lui a donné cette maladie et il prenait ses remèdes en cachette. Il a par ailleurs grossi une de mes nièces et ma soeur qui était étudiante en 5e année à l'école normale est décédée. Ce monsieur est décédé l'année dernière, 11 ans après elle, et j'ai souhaité que son âme ne repose pas en paix. C'est Fabio T. Fabio Tama. Ok. C'est un fidèle. Ah d'accord. Bonjour Olivia et à tous tes invités, un salut particulier au sage Blériot. À propos de la dénonciation, je constate qu'il n'y a pas eu. C'est un Congossa qui nous a été servi. Heureusement que Blériot en a profité pour donner de bons conseils aux concernés et aux auditeurs. L'affaire de polygamie là, l'église nous bloque. Zambo, depuis Douala. Bonjour les démineurs, Bernardo, donne mon numéro à cette dame, c'est difficile mais avec le temps ça va aller. Courage, courage à elle. Bon, je ne sais pas trop pourquoi elle demande de me donner son numéro, peut-être pour la consoler vraiment. Les spectateurs vont me faire mourir de rire. Bonjour à tous, concernant la dénonciation, que cette femme reste avec son mari. Elle laisse un tel prédateur sexuel en liberté pour que nos enfants souffrent? Non. Même avec elle d'abord, il n'était pas un prédateur. Ouais, Seigneur. Non, qu'elle assume, mais 180 femmes. Il a battu le record du grand frère Blériot. Si c'était une femme qui contaminait un homme, la question ne se poserait même pas. J'ai les larmes aux yeux. Bonjour le panel, très vêtu. Les cœurs, bon, pour la dénonciation, vous avez donné des conseils à la dame victime. L'homme devrait faire profil bas, qu'il demande pardon, qu'il accompagne ses gestes de beaux cadeaux. Bonjour à vous, je suis Brice Ndongo depuis Saint-Mélima en Bidjom, PK2. L'homme a certes mal agi, mais sa femme doit lui pardonner et reste avec son mari. C'est très... Monsieur Blériot doit être riche, hein? Jusqu'à 5 femmes. Papa, tu fais comment? Depuis Douala, excusez-moi, j'ai découvert que mon mari était séropositif plusieurs années, voyant les signes sur lui, mais ne comprenant pas ce qui se passait jusqu'au jour où, selon lui, son collègue lui avait demandé de me dire la vérité. Je suis allée faire mon test car je n'avais plus de choix avec toute la peur au ventre, mais grâce à Dieu, le résultat était négatif. Ça fait 7 ans aujourd'hui.
pour dire à la dame, je suis restée avec mon mari alors qu'il prenait les antirétroviraux. On utilisait des préservatifs pour le reste. Dieu lui donnera la force de tenir. Excusez-moi, c'est Madame Ebanda. J'ai oublié de signer mon message. On prend ce dernier message. Bonjour Olivia et à ton riche panel. Pour la dénonciation du jour, je pense que Bernardo devrait commencer par donner l'identité de ce monsieur parce qu'il est un assassin. Non. Il a su qu'il était malade et il a continué à propager la maladie. Aussi, il n'a jamais aimé sa femme parce qu'il prenait des missions de sexe pour tuer les enfants des gens. C'est Joseph Demana. On va prendre... si vous permettez, allez-y, Olivia, Pierre Biero, il faudrait que les gens comprennent. Ceux qui cachent encore une telle information à leur partenaire, homme ou femme, c'est l'occasion de trouver le courage grâce à cette dénonciation pour dire la vérité. Dites la vérité. La vérité va libérer le Mais Olivia, sur la question du monsieur qui a dit qu'il faut que la femme trouve la force de pardonner, peut-être il faut que je lui explique quelque chose humblement. Il faut distinguer l'écart du vice. L'écart, c'est un comportement marginal qu'on peut avoir du fait du comportement de quelqu'un d'autre. Le vice est parfois latent en nous. Il y a des gens qui sont méchants par nature. Il y en a qui sont bordel par nature. Fais ce que tu veux. Lui, il est bordel. Et donc, donne lui-même la Charlotte Dipanda. Parce que Dipanda, elle, c'est mon crush. Bon, elle est mariée aujourd'hui. Elle ne m'a pas attendu. Voilà. Donne lui-même Charlotte Dipanda. Il va seulement aller aimer d'autres femmes. Et pas une, 50. Ça, c'est le vice. La concupiscence. Vous voyez, c'est un vice profond. Donc, quand quelqu'un commet un geste ou un acte ou une série d'actes d'écart, on peut comprendre, on peut tenter de travailler pour pardonner. Mais quand l'homme est vicieux, on doit lui sanctionner. Donc ce monsieur-là est vicieux. On doit d'abord le battre même. On doit d'abord le battre même. D'accord, Bernardo. Non. Bernardo, on a... Non, on doit d'abord le taper même. Oui, on va le taper. C'est-à-dire, on l'enchaîne sur le baobab. On va le faire battre. On le fouette sur les fesses. La peau qui À la poste centrale. À la poste. Et j'ai 2 abeilles. Deux abeilles pendant une semaine. On va le faire battre comme Pierre Béo a fait à tabasser son beau-frère. Oui, ils sont beaux. Ok. Non, on le chicote d'abord. Que je prenne une respiration, que j'aille me pomper. Prends le 20 On se 11, retrouve juste après sur le plateau. On va prendre ces derniers avis avant d'entrer dans la thématique. Bonjour Info TV, merci pour tout. S'il vous plaît, les contacts de Monsieur Niemek et Basson, c'est Monsieur Billon, Jean-Jules depuis Douala, Japoma. Bonjour Espace Miné, cet homme est très méchant, mais le sida se soigne et je peux avoir le numéro de Monsieur Bernardo Basson. C'est Maman Frida. Bon, je crois que... Bon. Bonjour à vous, j'ai eu une dénonciation à faire, c'est urgent, c'est Georges de Fou. Bonjour Espace Miné, je peux avoir le numéro de Monsieur Bernardo Basson et Info TV situé où c'est Maman Frida. Je crois qu'on avait répondu la dernière fois, je crois bien. Info TV est situé à Ifoulan Brigade. Oui. Bonjour, quand vous ne maîtrisez pas un dossier, renseignez-vous. Il y a 3 importateurs de poissons au Cameroun, sauf quand on ne voit pas les autres. Le problème, c'est la distribution. Un importateur ne doit pas distribuer et là, on parle de corruption. On entre dans la thématique. Ce matin, on s'intéresse à la question de l'import-substitution et nous nous posons justement la question de savoir est-ce une utopie ou une réalité. Vos avis sont attendus, chers téléspectateurs. Je vais commencer par introduire notre économiste sur le plateau. Bienvenue Essomba. C'est une question on en parle depuis 2011, si je ne me trompe pas, et c'est l'un des axes prioritaires de la stratégie nationale de développement SND 2020-2030. Alors j'aimerais savoir, je vais vous poser la question vaguement, hein. Est-ce qu'après toutes ces années, justement, on peut dire que l'import-substitution est une utopie ou une réalité? Bienvenue Essomba. Ça m'amuse parce que si vous-même qui animez le panel de la ménagère, on vous pose la même question que depuis 10 ans, depuis 2011, ça fait 11 ans. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Ah, vous me posez la question à moi? Non, je dis que si on vous posait cette question, vous auriez tout de suite votre propre réponse. N'est-ce pas? Bon, sur le plan de l'analyse économique, allons-y. Vous savez que chez nous, les politiques publiques sont alambiquées. On ne sait pas quand est-ce que les gens les conçoivent, comment ils les conçoivent. Parce que pour parler de l'import-substitution, ça suppose qu'en arrière-plan, il y a d'abord un système d'industrialisation qui va transformer les produits locaux
qu'on va mettre sur le marché afin qui ont la même qualité que ceux Qui sont qui importants. viennent de l'extérieur. Et pour mettre en place un système d'industrialisation, il faut des instruments de financement, des investissements à long terme, pas des équipements. Voilà le Cameroun depuis, je ne sais pas combien d'années, peut-être depuis 88 que nous sommes dans le libéralisme, il n'y a aucune banque d'investissement. Les banques commerciales sont là pour la spéculation. Déjà, les fonds ne leur appartiennent pas. C'est notre argent qu'on va déposer là-bas. Et comme c'est des dépôts, c'est des ressources qui sont là, des dépôts qui sont là à vue, elles ne peuvent pas utiliser ce fonds-là pour financer des industries, même des petites industries qui ont besoin des équipements dont le retour en investissement va se faire dans 5 ans. Eux, ils prêtent, après 12 mois, vous remboursez. Alors, quand sur le plan technique, les gens veulent parler de l'imposition, sans avoir mis en place des préalables requis, un technicien comme moi, je vois que c'est l'utopie. Tout ce qu'on fait là actuellement, quand vous voyez, on organise les foires qui parlent de l'imposition, c'est la débrouillardise. C'est juste pour... puisque c'est généralement des concepts qui nous viennent de Bretton Woods. Il faut aussi faire semblant et pour qu'on laisse l'impression que nous y sommes. Mais même là-bas à Bretton Woods, ils comprennent ces choses-là mieux que moi. Ils savent que ça ne peut pas marcher chez nous. Vous ne pouvez pas mettre en place une politique d'imposition sans avoir un système, un tissu industriel approprié. Pour avoir un tissu industriel approprié, il faut des banques qui vont financer les équipements. Mais aujourd'hui, le Cameroun compte beaucoup sur le soutien de la Chine. Il y a une initiative du gouvernement chinois, la ceinture et la route, aussi lancée en 2011 justement, qui vise à mener les industriels chinois ici pour qu'ils partagent leur expertise, donner ces compétences-là. Je crois que c'est peut-être un moyen aussi. On a un cas où on a dit qu'on comptait sur les Chinois. Les Chinois ont dit que nous ne sommes pas là avec vous. On a même présenté les Chinois, ces Chinois à la Banque mondiale, ils sont passés dans les médias. Les Chinois, les vrais Chinois disent que non, ces Chinois-là que vous avez présentés à la Banque mondiale, là, que nous allons financer une partie de votre dette, ce ne sont pas nous, on ne les connaît pas. Donc c'est la comédie. C'est la comédie que les gens jouent. On va compter sur les Chinois pour que les Chinois... C'est les Chinois qui vont venir nous préparer, nous transformer le manioc en farine, la patate en farine. Et puis maintenant, quand ces Chinois arrivent ici, ils viennent même avec leur personnel. Nous, on fait de l'import substitution pour transformer nos produits locaux, créer de l'emploi sur place. Je crois que c'est ça le programme du DSE de 2035. Alors quand on va compter sur les Chinois sont là pour faire la spéculation. Ils apportent leurs produits, leurs culs dans les riz, ils viennent vendre. C'est pas eux qui vont aller dans les villages. Bon, ils produisent le riz à Nanga et Boko. Le riz là est aussi sur le marché. Vous l'avez vu un jour sur le marché? Non. Donc en fait c'est une utopie. Les gens savent que le libéralisme, dans un contexte de pré-industrialisation, ne peut rien produire dans un pays. Alors pour vous, le Cameroun a mis la charrue avant les bœufs. Effectivement. Si je résume... Effectivement, la charrue a été mise avant les bœufs. Okay. Il faut un cadre institutionnel, il faut un cadre logistique. Le cadre logistique commence par la mise en place de banques de financement, de banques d'investissement, des banques qui vont financer les projets à long terme, les finances qui vont fournir le budget à long terme, c'est-à-dire financer les entreprises. Et puis maintenant, avec ces banques, on va créer un système d'industrialisation qui va transformer nos produits avant donc qu'on ne fasse la comparaison, la concurrence avec les produits. Parce que ce n'est pas parce qu'on a dit import substitution que les gens vont arrêter d'importer. Ouais. C'est le marché qui va juger est-ce que ce que vous produisez est de qualité. Et de qualité pour pouvoir empêcher que les... Parce que nous, dans le libéralisme, les Camerounais sont libres de consommer ce qu'ils veulent, que ce soit produit à Madagascar ou en Australie ou en Amérique du Sud. Maintenant, il faut que le gouvernement ait une politique volontariste. Ce n'est pas seulement le fait de réciter les slogans. Ok, merci, bienvenue Essomba. À vous, Sorel Wafo, je rappelle que vous intervenez ici en tant que responsable d'une association d'entrepreneurs, le RAPEC. Voilà, le RAPEC, effectivement. Et vous êtes sur le terrain, n'est-ce pas? Vous êtes sur le terrain tous les jours, vous rencontrez des entrepreneurs, vous avez des politiques qui encadrent justement le Made in Cameroun. Quel est votre constat, vous qui êtes sur le terrain? Alors, le constat que nous pouvons faire, c'est que
il y a quelques années, on ne parlait pas d'import-substitution, on ne parlait pas de Made in Cameroun, on ne parlait même pas de transformation locale. Du moins, le Camerounais lambda, on ne savait pas de quoi il s'agissait. Par contre, aujourd'hui, avec toutes ces fois dont Monsieur Somba parlait, on a de plus en plus des Camerounais qui essayent de comprendre de quoi il s'agit, qui essayent de s'informer, qui essayent de comprendre qu'il est désormais bénéfique pour le Cameroun de produire localement. Donc ça, c'est un travail de sensibilisation qui est fait sur le terrain parce que moi, je me dis, je ne vais pas m'inscrire un peu dans ce que M. Somba a dit, où il disait que c'était une utopie. Moi, je pense plutôt que nous sommes encore dans une démarche d'information, de sensibilisation. Il faut d'abord qu'on comprenne même ce que c'est que cette politique-là, où est-ce qu'elle veut nous amener. Parce que de toutes les façons, si la compréhension de cette politique-là reste au niveau des décideurs, moi, à mon sens, ça ne pourra pas marcher. Moi, je pense qu'il faut l'adhésion de ces producteurs-là, l'adhésion de ces consommateurs, l'adhésion du consommateur, du Camerounais lambda, pour que, en fait, cette politique-là puisse prendre corps. Donc, je me dis, nous sommes encore, parce que c'est quelque chose qui se fera progressivement. Donc, moi, je me dis, nous sommes encore dans une démarche de sensibilisation, d'information, de maîtrise même du concept, de maîtrise et de compréhension même où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'il faut, ainsi de suite. Alors, moi, je vais vous... Est-ce que, concrètement, j'ai vu l'année dernière, le gouvernement avait octroyé 136 milliards de francs CFA justement pour accompagner la production locale. Est-ce que vous bénéficiez de cet accompagnement-là? Très bien. Je dois dire qu'on bénéficie, mais pas comme ça devrait se faire. Pourquoi? Parce que on a par exemple l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises qui est sur le terrain pour effectivement être dans l'accompagnement, les formations, l'acquisition du savoir-faire, ainsi de suite. Mais ce qu'on constate malheureusement, c'est que les cibles de ces formations-là ou de cet accompagnement-là ne sont pas toujours touchées. C'est-à-dire que je ne sais pas trop comment se fait le casting, je ne sais pas. Mais malheureusement, c'est ça le problème en fait. Les cibles ne sont pas touchées. C'est pour ça peut-être que nous entrons en jeu parce que nous, notre travail dans l'association justement, c'est de capter ces informations-là, capter ces opportunités-là pour les offrir aux entrepreneurs puisque nous sommes au contact avec eux tous les jours. Donc c'est ça le problème en fait. Cette année, par exemple pour 2023, on parle de 135 milliards, je pense, qui sera dédié effectivement dans la formation, dans l'accompagnement, dans la sensibilisation, l'information, le soutien de ces entrepreneurs. C'est vrai que pour le moment, on ne perçoit pas encore les résultats de ce travail-là. Mais moi, c'est comme je dis toujours, peut-être c'est parce que je suis trop positive, je ne sais pas, mais moi je dis toujours, ça s'inscrit dans le long terme. On ne peut pas espérer avoir les résultats subitement. Moi, je me dis, mais ce que moi je vois sur le terrain, les choses bougent quand même par rapport à quelques années passées. Moi, j'estime que les choses bougent. C'est peut-être lent, c'est même très lent. Nous, on trouve même que c'est très lent. Mais on voit quand même que les choses bougent quand même. Vous pensez qu'on peut on peut réussir à faire accepter aux Camerounais le Made in Cameroun? Je prends un exemple, un petit cliché. Quand vous allez dans un supermarché, vous voyez là un produit français, vous voyez là un produit camerounais, la personne a tendance à acheter le produit français parce que Bernardo a évoqué, c'est dans son psychique en fait. Il se dit que le produit français est de meilleure qualité. Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à faire accepter aux Camerounais que non, je dois laisser le produit français pour consommer le Made in Cameroun? Parce qu'on a toujours l'impression que c'est pas très bon. Vous avez raison, vous avez raison. On a un gros travail à faire sur la qualité des produits, vous voyez. Mais à ce côté de comparaison, il faut aussi constater que la comparaison s'est faite entre un produit industrialisé et un produit fait artisanalement. Donc c'est ça souvent le problème. Si vous prenez un produit artisanal venu de l'extérieur avec un produit artisanal du Cameroun, là vous pourrez faire une bonne comparaison. Vous verrez que les prix aussi, c'est pareil en général. Donc le problème c'est que c'est vrai, on doit encore travailler la qualité, mais je dois vous dire qu'il y a des producteurs qui se démarquent. Il ne faut pas toujours globaliser tout, sinon on ne verrait pas ces produits-là dans les grandes enseignes. On n'aurait pas les boutiques Made in Cameroun qui sont aujourd'hui plus d'une vingtaine, alors qu'il y a des années passées, on avait à peine 2 boutiques Made in Cameroun. Donc c'est de dire que les choses se font. Progression. Exactement, les choses se font. C'est peut-être un peu lent, mais moi je pense que les choses se font. Il y a quelques années, personne ne parlait même de Made in Cameroun. Personne c'est une question on a le cacao. Aujourd'hui, voilà, vous voyez que ça intéresse tout le monde. Le chocolat, exactement, tout ça. exactement.
Ok, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Bernardo Basson, justement, Bienvenue Essomba a évoqué, a souligné l'industrialisation. Et en dehors de l'industrialisation, il y a aussi tout cet ensemble de choses-là, ces défis-là. Est-ce que vous pensez que le Cameroun, justement, pourrait relever ce défi de l'import-substitution d'ici à 2030? Parce que je crois que, justement, c'est dans la S 2030, 2020-2030. Non. On ne peut pas parce qu'on ne veut pas. Pour ceux qui nous écoutent, import-substitution, c'est quoi? Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas compris le concept. C'est que on remplace ce qui vient de l'extérieur par ce qu'on produit localement à des fins d'industrialisation et de développement. Voilà. Donc, on substitue justement ce qui est importé. Au Cameroun, est-ce qu'on peut? Pour le moment, non, parce qu'on ne veut pas. Sorel est optimiste. Très optimiste d'ailleurs. Elle parle de Made in Cameroun. À la réalité, le Made in Cameroun ne représente pas grand-chose. Pour des raisons simples. Pour que cet import-là fonctionne, il ne faut pas qu'il y ait l'appui à l'investissement local. Il faut qu'il y ait le financement de l'investissement local par trois principaux piliers. Le premier, il l'a évoqué. On met à disposition des banques d'investissement ou des banques de financement des projets. Et pas des projets comme avoir une taille de plantain. Hein. Des macro-projets. Deuxièmement, deux formes d'aménagement. Donc, seconde et troisième étape. Soit on aménage le revenu, soit on aménage les prix. Parce que ce qu'on financera et qui sera produit doit être acheté par les locaux. Donc on doit aménager soit les prix, soit les revenus. Ou, troisième élément, on aménage soit les prestations, soit les impôts. Parce que si quelqu'un produit localement et son entreprise a une charge fiscale très importante par rapport aux mastodontes étrangers, forcément le coût ne sera pas suffisamment amorti. On va toujours payer plus. Donc, il faut un aménagement multisectoriel. Ce n'est pas seulement donner 130 milliards que appuyer. Ça, pour moi, c'est la blague. Donc, au Cameroun, est-ce que c'est une réalité? Jamais. Parce que, même en termes de publicité, même en termes de volonté d'accompagner les producteurs locaux, même en termes d'échelle de production, même en termes de qualité de production, les pouvoirs publics ne font rien. Il faut oublier une chose également. Il faut oublier une chose. Ils ont réduit les taxes. Oui. De ces personnes, les producteurs. Ils favorisent la réduction. J'ai vu comment le carburant a diminué. Le prix du carburant n'a pas diminué parce que, il ne faut pas oublier que le producteur en forêt, pour venir livrer, tient compte du coût du transport. Mais il ne faut pas qu'on se trompe. L'impôt substitution a pour but de conduire au développement économique d'un pays. Effectivement. Il faut bien le savoir. Effectivement. Sauf au Cameroun, c'est pas ça le projet. Donc vraiment, on met ça à côté. Ok, Pierre Biaoniemek. Alors, j'ai souvent entendu qu'il y avait des politiciens qui voulaient remplacer M. Paul Biya. J'invite ces politiciens à se balader dans le Cameroun profond et quelquefois même le Cameroun qui est sous nos yeux. Je vais parler brièvement de votre import substitution. Je crois que certains produits de base avaient été ciblés. Au moins, il y a des petites choses qu'on peut faire sans qu'on ait une grosse industrie. Là aussi, il faut dire aux gens qu'on a volé l'argent. Donc, il faut dire ça comme ça. Faut pas... Bon, quand on met l'argent, on vole. Parce que c'est comme ça. Mais j'ai voyagé dans une bourgade où Basson dit avoir vécu. À Dizangue. On parle de Dizangue. Et là, j'ai étudié une structure qu'on appelle Safacam. Justement, mon oncle qui travaillait à l'époque. Alors, Safacam est une société qui est située à Dizangue, qui emploie près de 6000 Camerounais sous un mode esclavagiste. Tout à fait. Safacam à Dizangue, sous un mode esclavagiste. Mais j'aime vous dire que, entre autres choses que Safacam produit du caoutchouc. Qui est fait à base de l'EVA. Et là-bas, les travailleurs m'ont dit que des sociétés comme Michelin ont fait des commandes sur 10 ans déjà. C'est-à-dire qu'ils sont venus et ont fait des commandes sur 10 ans. J'ai essayé de prospecter et je me suis rendu compte qu'un secteur comme celui des pneus pourrait contribuer à hauteur de plus de 2 tiers du budget du Cameroun.
C'est-à-dire que si le Cameroun pouvait faire en sorte que l'EVA, le caoutchouc soit transformé par les Camerounais en pneus, mais c'est un argent incroyable. Une source d'emploi. Qu'est-ce qui bloque les accords coloniaux? Vous voyez une société qui est plongée à Safakam, le chien du blanc gagne plus que l'employé à Safakam, ici à Dizangue. Le chien du blanc est payé par mois. Est-ce que vous savez qu'en 2023, on fait encore ça aux Africains dans leur pays? C'est-à-dire que le chien est mieux entretenu que l'employé de la société, ici. Pourquoi on ne fait pas de telles choses? La Chine, le Japon, la Russie se sont développés, le Brésil, en faisant de l'espionnage économique. Je vais le dire simplement. Parmi les Blancs là-bas qui travaillent à Michelin, il y a des Blancs qui sont maltraités, que vous pouvez aller voler. Le transfert des technologies ne se fait pas comme une causerie. On dit, bon, on va vous transférer les technologies. Aujourd'hui, vous voyez les Américains pourchasser l'un de leurs qui est en Russie. On vole la science. Depuis Prométhée, dans l'Antiquité grecque, on vole la science. Ça veut dire quoi, Olivia? Vous envoyez les gens prospecter. Vous découvrez les ingénieurs qui ont été débarqués ici, débouchés là, qui sont maltraités. Vous les faites venir au Cameroun. Ils commencent à transmettre les compétences aux Camerounais. Nous avons besoin de ça. Une société comme Safakam devait déjà être nationalisée. Je ne sais pas pourquoi. Et elle n'est pas la seule. Je crois qu'on peut citer comme ça une dizaine de sociétés. Pourquoi vous cherchez? Il y a l'argent au Cameroun, mais c'est les Blancs, disons ça comme ça, qui prennent l'argent du Cameroun. L'argent sort totalement. Notre argent, on ne devrait plus avoir un budget de 6 000 combien de milliards. Nous avons beaucoup de poches d'argent. C'est comme si vous avez votre champ, où vous avez semé, vous avez tout fait, et vous dites à quelqu'un d'autre de venir s'assurer des ventes et de vous donner un montant forfaitaire. Voilà ce qui se passe. Alors, au niveau de l'import substitution, au niveau industriel, nous n'allons pas arriver là avec ce système actuel. Non. Ils n'ont pas ce projet. La petite, l'industrie embryonnaire qui naissait à la fin du régime Ahidjo a été totalement tuée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce projet-là. Vous savez, moi je suis en partie d'EDEA. Vous connaissez le grand... Non, pas l'UQAM, c'est l'UQAM. La l'UQAM, c'est un truc de blanc. Ça rentre là-bas. Mais il y avait une société qui devait transformer la pâte à papier et autres, la SELUCAM. Mais c'était un projet vaste qui couvrait pas seulement l'Afrique centrale, mais une bonne partie de la grande Afrique subsaharienne. Mais on a tué cette société-là. Voilà, les reliques sont là. Si vous allez, vous verrez les reliques. Nous ne voulons pas industrialiser le Cameroun. Et je crois que nos régimes durent parce qu'ils obéissent à ces lois-là. Si on a donc un candidat qui peut nous assurer qu'il est prêt à être tué par les Français, mais à lancer l'industrialisation du... Vous ne voulez même pas mourir, pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Les gens ne veulent pas mourir. Est-ce que c'est facile de... Non, c'est rien, c'est rien. Comment pouvez-vous dire? Même la moto a connu petit pays. Lui qui avait 20 voitures. Donc là, vous pouvez mourir de n'importe quoi. En fait, si vous mourrez... Non, il faut qu'on dise ça comme ça. Le Camerounais qui veut industrialiser le Cameroun sache qu'il va être tué. Ouais. Mais qu'il se prépare à être tué en nous mettant sur les rails. Sa vie nous sert à quoi? Tous les politiciens là, si Kamto meurt, ça fait quoi? Si Cabral meurt, ça fait quoi? Hein? Acceptez de mourir, mais emmenez-nous dans la voie de l'aide, sauvez le pays. Je dis, il faut vous balader pour voir à quel point, je ne parle pas de l'Afrique en général, le Cameroun est riche, mais nous sommes encore sous le poids des colons. Lorsqu'ils peuvent transformer quelque chose, c'est le cas des sociétés comme à l'UQAM, l'infrastructure est totalement occidentale. Totalement. Ce discours doit revenir. Cette réalité, ne nous dites pas que les impôts là c'est zéro. Nous avons beaucoup de richesses au Cameroun. La CDC, qu'on est en train de tuer avec la guerre fabriquée. Est-ce que vous voulez qu'on vous... Non, nous sommes un pays immensément riche. Immensément riche. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. À la suite, madame, je veux dire que madame est d'un optimisme naïf. Parce que tant qu'un processus, quel que soit le cas, même chimique, physique, ingénierie, n'est pas structuré, il n'y a rien à y attendre. Bon, vous êtes dans le cadre associatif. D'abord, vous parlez du long terme. Le long terme, c'est quoi? Le long terme commence 2030. À 3 ans. Hein?
Le long terme commence à 3 ans, on a 11 ans. Alors on a dépassé le long terme. Et vous êtes encore dans la sensibilité. On entre dans l'éternité. Bon, à Bléré, je veux dire ceci. Faut pas seulement, je crois qu'on en a débattu ici. Il ne faut pas seulement accuser les gens de l'extérieur. Vous croyez que quand votre ministre perçoit 35 milliards de cadeaux chaque année pour importer 700 000 tonnes de riz au Cameroun, c'est les Chinois qui lui disent, qui disent au gouvernement de ne pas encourager la production locale du riz? Non, du tout. Vous m'avez bien suivi, non? J'ai dit que je veux des dirigeants prêts à mourir. Oui. Je ne veux pas des gens... Ceux-là, ils ne sont pas menacés. C'est ceux qui refusent qu'on cultive le riz ici. Dans le cas de l'imposition, pourquoi on n'importe plus le riz? Qui les menace? Le riz, là, c'est les Thaïlandais, c'est les Chinois. Les Chinois ne sont pas... Les Thaïlandais ne vont pas venir menacer quelqu'un ici parce qu'il a dit que depuis 5 ans, on a décidé que le bois ne sort plus sous forme de grumes. Tous les pays producteurs du bois ont mis des systèmes de transformation en place. 30 secondes, en 30 secondes. Mais nous, on a encore renvoyé l'échéance de 2022 à 2025. Vous savez pourquoi? Parce que les gens sont là à faire la spéculation. On leur a attribué des forêts, ils veulent couper et exporter. De transformer localement. Okay. Bon, la responsabilité ne revient pas seulement aux étrangers. Merci, bienvenue Somba. On va prendre ces quelques avis des téléspectateurs. Il faut dire qu'au Cameroun, on importe tout, sauf le bois et quelques matières premières. Malheureusement, au Cameroun, le premier d'entre nous ne va pas aux obsèques et certains Camerounais ont été déshumanisés depuis au moins 41 ans. Ma bien-aimée Olivia, une enquête de la presse internationale sur le président Biya atteste que le président Biya ne s'intéresse pas à l'économie, mais à la politique. Alors, il ne faut rien entendre de ce régime. Et tout dit depuis Abidjan. Bonjour Olivia. Pour parler d'import-substitution, on doit au préalable parler des banques, d'investissement, de politique d'investissement et surtout d'énergie. J'aime prendre le cas de la Tunisie, qui est à la base un pays qui n'a pour richesse que le tourisme, l'huile d'olive et la date, mais qui a une réelle politique d'investissement où il est interdit d'importer ce qui se produit localement et les exonérations pour les jeunes entrepreneurs vont jusqu'à 9 ans. Les politiques d'investissement chez nous ne sont que des mesures cache-sexe où un réel bilan vérifiable est impossible à réaliser. Pour que les industries tournent au Cameroun, il faut absolument de l'énergie, chose que nous manquons malheureusement. Dani Yves, depuis Kribi Bernardo, votre mot de fin? L'import-substitution doit devenir une réalité au Cameroun. Elle doit le devenir, il doit le devenir, mais non. Elle. L'import-substitution, c'est il. C'est il. Okay. Bon, je pensais que c'était un seul mot. Je n'ai pas vu le trait d'union là. Bon, il doit le devenir au Cameroun, mais moi je suis pessimiste. Hein. J'attends le président qui viendra après celui qui va succéder au président Biya. Ok. L'import-substitution est une spéculation brumeuse car nous importons encore des produits que nous produisons. Le Made in Cameroun, tant exalté, est une poudre aux yeux. L'État lui-même n'y croit pas. J'ai perdu mes 60 000 francs pour monter le dossier pour le financement de mon projet. Depuis 3 ans, j'attends. Bienvenue Essomba, votre mot de fin, s'il vous plaît. Oui, il faut que nos gouvernants deviennent quand même sérieux dans l'élaboration des politiques publiques. Parce qu'il n'y a rien de sérieux là-dedans. Ils sont hors sujet là-dedans. C'est zéro. Ça, c'est du charabia. Parler d'imposition aujourd'hui. Il ne s'agit pas. Les producteurs quand même ne font pas de la mendicité. On a pris 136 milliards. Vous avez passé 136 milliards dans quel guichet? Que moi, je peux développer, ou mon fils peut développer un projet, il conçoit lui-même les machines. Il va aider financer moi. C'est dans quel c'est donc si vous partez, donc comme nous donnons alors au jour d'aujourd'hui le bilan de la gestion de ces 136 milliards, vous allez retrouver que ce sont les gouvernants avec les familles et les belles familles qui se les sont partagées. C'est tout. Ça, c'est le charabia. Merci, bienvenue Essomba. Bonjour. L'import-substitution, votre expert sur le plateau est pertinent et de plus a soulevé des défaillances qui plombent la vision 2035. Par ailleurs, comment cette import-substitution va même s'opérer quand les rouleaux compresseurs dans le JICAM s'opposent à l'idée de ECAM qui veut faire promouvoir le label industriel camerounais via les PME, PMI locales au travers de la fusion absorption espérée. Ce qui empêche le décollage de notre économie, c'est la volonté de demeurer dans le statu quo historiquement bénéfique aux multinationales occidentales que nous connaissons depuis Yaoundé. Sorel Ouafo, votre mot de fin? Oui, ce que je voulais juste signaler, c'est que nous sommes encore dans une démarche de maîtrise de process.
de formation. Non, madame. Oui. Non. C'est la fin de l'émission. Après 10 ans. Donc, nous qui sommes sur le terrain, nous voyons bien que les entrepreneurs camerounais ont encore besoin d'être accompagnés, de transfert de technologie, de maîtriser ce qu'ils ont à faire, de maîtriser la transformation du cacao en chocolat, de maîtriser la transformation des fruits en liqueur, ainsi de suite. Donc nous sommes encore dans le process de cette formation, transfert de technologie et tout. Et bien heureusement, dans la loi de finances, voilà, bien évidemment dans la loi de finances depuis 2021, et chaque année on le voit, il y a des incitations fiscalo-douanières. Le problème, c'est que justement les entrepreneurs ne sont pas informés et ne savent pas bénéficier de ce qui est mis à leur disposition. Vous voyez, donc il y a par exemple ces droits de douane les droits d'assises qu'on a augmentés pour les boissons alcoolisées pour permettre à ceux qui transforment localement de s'épanouir. Vous avez par exemple, voilà, pour finir, en fait tout ce que je veux dire c'est que c'est une démarche, c'est un processus. Et il ne faut pas dire que c'est une utopie, ça pourrait décourager même les entrepreneurs qui sont en train de se préparer pour que justement cette imposition ou bien que le Made in Cameroun puisse décoller. Merci, on vous a compris. Pierre Béraud. Non, moi je dirais pas comme Dieudonné, bienvenue Essomba Charabia, je parlerai quand même poliment de gribouillage. Où est la différence? Non, le gribouillage, ça se fait à la maternelle, on est au niveau du gribouillage. Parce que le charabia, même un adulte peut faire, on fait du gribouillage en cette matière. Il faut une réelle volonté de développer ce pays. Merci beaucoup, c'est avec cette bonne humeur qu'on va mettre fin à cette émission. Première sortie, premier numéro de la semaine. Merci à Bienvenue Essomba, à Pierre Béraud-Niemek, à Bernardo Basson, à Sorel Wafo pour votre passage ce matin. 12h, JT bilingue. 13h, les Amazones. 17h. 17h, c'est le grand soir. Et merci. 19h, le journal en langue anglaise. 20h, le journal en langue française. 22h30, c'est la rediff de votre programme de ce matin. Moi, je vous quitte sur ce conseil de vie. Tout vent ne vient pas pour faire tomber l'arbre. Il y en a qui viennent pour solidifier les racines.